J'étais complètement rincé, j'avais plus d'argent, j'étais endetté, j'avais moins 30 000 euros de dette. Et si échouer était un art? Je suis Clément Soki et chaque semaine je vous emmène à la rencontre de sportifs, entrepreneurs et artistes qui ont transformé leur crise en opportunité pour vous apprendre à maîtriser cet art et réussir selon vos propres critères. Aujourd'hui on se retrouve avec Hugo, le fondateur de Flytex. Dans cet épisode on revient sur ses débuts dans l'entrepreneuriat et ce qu'il a appris de ses premiers échecs. Et là où je dis que ça m'a détruit, c'est en termes de santé, c'est que j'avais 25 ans et j'avais en fait des tendinites de partout. Parce que t'es anxieux, parce que tu dors pas, parce que t'es stressé, parce que enfin, quand t'as pas d'argent et que tu sais pas comment tu vas dans 3 mois payer ton loyer, que t'es avec ta copine dans l'appartement, c'est chaud quand même. On parle du déclic qui l'a poussé à créer les premières genouillères. Un corps vraiment catastrophique, j'étais rouillé, j'avais des tendinites de partout. Mon ancien ligament croisé me lançait énormément. J'avais très mal aux genoux, aux 2 genoux même, puisque l'autre aussi, affaibli par la blessure de l'autre, s'était mis à me faire vraiment mal. Les épaules, les poignets, catastrophe. Et je me dis: «Mais mec, tu vas passer comment ta trentaine, en fait? Et à 60 ans, tu vas être dans quel état?» tu vois? Il nous parle aussi de comment l'idée de courir un marathon lui est venue et de tout ce que cette aventure lui a apporté d'un point de vue personnel, mais aussi pour le projet. On fait des micro-trottoirs, on fait tester nos produits à la fin aux coureurs, et cetera. Et les mecs kiffent. Ils arrivent du marathon, ils sont rincés, ils mettent nos Flytex et là, les jambes légères d'un coup, ils kiffent trop. On a plein de vidéos de l'époque où on faisait tester ça. Et moi, je me dis: «Ah ouais, en fait, c'est pas juste les coureurs classiques, c'est aussi les mecs qui font des longues distances». Et moi, d'ailleurs, j'ai jamais fait ça. Ça m'intéresse. Ça, c'était en 2023. 2024, je me dis: «Vas-y, en vrai, je vais faire un marathon». Avant de parler de son festival de running, la boucle et de l'aspect communautaire du projet. C'est comme si j'avais des centaines de milliers de potes où on se partage nos conseils de course, on partage nos exploits, on partage aussi nos galères, les douleurs des blessures, des choses comme ça, on en parle. Avant de commencer l'épisode, un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Crisis, mais 80% d'entre vous ne sont toujours pas abonnés. Si c'est ton cas, clique sur s'abonner, c'est gratuit, ça prend 1 seconde, mais pour nous ça change tout. Parce que plus on est nombreux, plus les invités acceptent et plus on peut avoir des invités de qualité comme Hugo aujourd'hui. Merci à tous ceux qui le font, vous comptez bien plus que vous ne le pensez. Et maintenant, bon épisode. Hugo, je suis très content de te recevoir sur Crisis, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, Clément. Et toi? Ça va nickel, on fait un superbe épisode et je suis très content, comme je le disais en introduction, de te recevoir parce que ça fait quelques semaines, voire un mois que je voulais te contacter pour découvrir un peu ton univers et qui se cache aussi derrière Flytex. Parce que je suis très curieux de comprendre tout ça et tu as plein de projets aussi autour qui sont intéressants, notamment le festival La Boucle, donc on pourra en reparler un peu plus en fin d'épisode, mais ça va être très cool et je pense qu'on va pouvoir faire un bon épisode. Merci en tout cas pour l'invite, ça fait plaisir. Merci à toi de l'avoir accepté. Justement, pour commencer, en général, je représente un peu les bases. Donc là, j'ai parlé de Flytex et du festival La Boucle. Avant de parler de tout ça, je voudrais revenir un peu sur l'origine et de ton parcours avant Flytex parce que l'objectif de Crisis, comme je te l'avais dit, c'est d'aller à la rencontre de personnalités qui ont su transformer leur crise en opportunité ou leurs échecs. Et du coup... je sais pas comment vraiment commencer ça parce que je pense que ton parcours avant Flytex est très large et intéressant. Mais la première question, parce que je pense que l'entrepreneuriat c'est ce qui te définit le plus, ce serait comment est-ce que tu es tombé dans ce milieu ? Je pense que c'est clairement quelque chose depuis petit, tu vois. J'avais cette image de mon père qui partait au travail avec son costard et sa mallette. Lui, il est à son compte. Et donc, j'ai toujours eu quand même, je pense, cette vision-là du travail en exemple, en mode, voilà, la voie qui est challengeante et intéressante, c'est celle de la liberté, entre guillemets. Et même s'il n'était pas dans des business comme je peux faire aujourd'hui, j'avais cette image-là de mon père qui partait au travail. Et je me disais, OK, dans quel travail je pourrais mettre un costard, etc. Donc, c'est un peu comme ça que je pense que je me suis dirigé vers des études. J'ai fait une école de commerce qui m'a en fait pas mal servi pour le côté
social, speech à l'oral, débrouillardise. Et par contre, ça m'a aussi vraiment montré ce que je ne voulais pas, parce que j'ai pu faire des alternances. Et c'est là où j'ai pu faire des stages dans des grosses boîtes américaines en France. Et en fait, cet aspect, voilà, gros espace de coworking, moquette au sol, équipe de managers, enfin équipe managée par un manager, tout le monde qui joue au jeu un peu politique pour espérer potentiellement un moment, d'ici 10 ans, passer un stade de manager et d'ici 30 ans, peut-être être directeur. Ça m'a mis des angoisses. Je t'avoue que j'étais assez mauvais parce que je pense que j'ai besoin dans ce que je fais dans la vie d'être aligné. Sinon, je me sens pas bien. Sinon, j'ai l'impression que je me trahis en fait. Et c'est ce qui m'a mené. C'est un peu un genre de mal-être ou un mix entre de la revanche, un mal-être et beaucoup d'ambition qui m'ont forcé à aller vers ce qui me ressemblait un peu plus. Et moi, ce qui m'a attiré, c'était l'entrepreneuriat, c'était la liberté, c'était monter des projets en fait qui me donnent envie, tu vois. Alors, la première, dire que j'ai voulu directement faire des projets avec de l'impact, ce serait mentir. La première chose, je pense, qui t'anime et qui te tire quand t'es pas encore entrepreneur, c'est la liberté financière, clairement. J'étais en master, dernière année d'alternance, et en fait, je m'étais toujours dit que je serais entrepreneur, mais bon, j'aimais bien faire la fête, j'aimais bien traîner, j'aimais bien, enfin, pas être très productif et pas mal procrastiner. En fait, c'est un peu être au pied du mur qui m'a fait réaliser que j'avais plus le temps. D'ici 8 mois, j'étais sur le marché de l'emploi et le monde du travail tel que je le voyais, il me donnait vraiment des boutons et c'était impossible. Donc j'ai dit bon bah on y va, on n'a plus le choix. D'ici la fin de mon année, je dois être autonome financièrement par tous les moyens. Et c'est là où je me suis dit bah en fait je me suis complètement transformé. Euh, j'ai regardé sur internet un peu quelles étaient les formations en ligne. Moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était l'e-commerce. Je faisais des études de marketing. J'ai toujours aimé vendre, j'ai toujours aimé la sociologie aussi, j'ai toujours aimé le sport. Et petit à petit, de projet en projet, je me suis aligné. Alors, ça n'a pas du tout été vite. J'ai mis 3-4 ans à me retrouver sur des projets qui commencent à fonctionner et me rapporter un peu d'argent pour vivre. Mais je dirais qu'au début, ça a mis à peu près 2 ans avant que j'ai mes premiers résultats. Et vraiment, je m'acharnais. Je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mes proches, mes parents, ils me reconnaissaient plus. J'ai complètement switché parce que l'avantage, je pense, une de mes qualités, c'est que je suis ultra focus dans ce que je fais, dans le bien comme dans le mauvais. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je faisais énormément la fête. J'étais le meilleur là-dedans. C'est-à-dire que je faisais beaucoup, beaucoup trop la fête. J'étais focus sur ça, sur ce qui me plaisait, sur le sujet. Plus jeune encore, quand j'étais adolescent, j'allais tout le temps au skatepark. Je faisais que ça, et j'en parlais tout le temps. Je saoulais mes potes et mes parents avec. Et en fait, quand j'ai passé mon cerveau en mode business, bah, il y avait plus rien d'autre qui existait, et c'était que apprentissage, développement personnel, essais, erreurs de projet, non-stop, non-stop. Et je pense que c'est ça aussi qui est cool, ça tourne à l'obsession, et c'est ce qui fait que, bah, si on tire ça sur des années, ça fait de belles évolutions, on va dire. Et en vrai, tu parles de cette obsession, c'est hyper intéressant parce qu'on retrouve un peu le. Alors, pas autant poussé à l'extrême, mais le mindset à la Kobe Bryant de. Enfin, vraiment cette obsession de vouloir être le numéro un et tout. Je dis pas autant poussé à l'extrême parce que tu l'as pas eu depuis le début dans l'entrepreneuriat, mais justement, tu disais que tu as eu tes premiers vrais résultats au bout de 2 ans et seulement au bout de 3-4 ans, tu as réussi à pérenniser ou en tout cas à en vivre. Comment est-ce que tu as réussi, entre guillemets, à tenir cette traversée du désert sur les 2 premières années Enfin, déjà pour garder la motivation, mais aussi pour vivre à côté, quoi. Bah, après, pour vivre,
tu te débrouilles. Pendant longtemps, déjà la première année, j'ai terminé mon alternance. J'avais pu mettre de côté grâce à l'alternance. Ensuite, j'avais le chômage, donc j'avais encore une autre année au chômage. Honnêtement, je vivais avec ma copine et c'est elle qui payait les courses pendant un bon moment. Donc c'était aussi des situations difficiles pour que moi je puisse réinvestir dans mes projets. Donc c'était aussi une pression. Je le remercie beaucoup pour ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait tenir quand t'as rien? Parce qu'en fait, t'as pas le choix, hein. En gros, c'est comme si tu savais au fond de toi la personne que tu dois être. Il y a aucun autre. La seule chose que tu as à faire, c'est de réaliser cette vision que tu as parce que en dessous de cette vision, tu te sens mal. Moi, c'est comme ça que je me sens. Et encore aujourd'hui, quand je sais qu'il y a quelque chose que je pourrais faire mieux, ou alors que je sais que je dois faire, et si je le fais pas, je me trahis. Et je vais forcément le faire en fait parce que c'est c'est ma condition, tu vois. Après, ça a aussi des mauvais côtés parce que tu peux être aussi en insécurité constante et faire trop pour sans arrêt te prouver. Je dirais que j'ai plus conscience de ce genre de choses et donc je suis en train de m'apaiser un peu. Mais j'avais besoin, et je pense que j'ai encore quelques années comme ça, tu vois. Mais j'avais vraiment besoin de beaucoup, beaucoup me prouver, beaucoup prouver aux autres aussi, et pour m'apaiser en fait. Tu vois, c'était important pour moi. Là, je sens que je suis en train de me réaliser sur plein de niveaux, donc je sens que cette cette traction d'insécurité, elle est en train de baisser fortement, mais c'est un moteur qui est magnifique, quoi. Ouais, je vois. En fait, moi, c'est un paradoxe que je trouve souvent aussi. C'est que plus tu forces les choses et moins elles arrivent, tu vois. Plus tu t'acharnes sur le truc. Et à un moment, genre, tu commences à avoir un peu de résultats et c'est là où tu réduis un peu la pression et tu te laisses un peu plus aller enfin, pas aller, mais t'es un peu plus dans la sécurité, et donc tu te forces moins sur le fait qu'il faut des résultats immédiats, et c'est là où en fait ça décolle d'un coup, ou quand il y a moins cette pression. Mais c'est intéressant de voir ça et d'entendre ça justement de ta part. Et justement sur ces premiers projets, bon, j'avais fait un peu de recherche, j'avais vu qu'il y avait de l'e-commerce et qu'il y avait aussi une histoire de miroir connecté, tout ça. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ce projet? Parce que ça m'intéresse beaucoup et en même temps j'ai l'impression que c'est un peu l'élément déclencheur qui a fait que à la suite de ça tu t'es lancé sur Flytex avec tout ce qui s'est passé en perso autour. 100%, bon, on va en parler. Je vais juste revenir 30 secondes sur ce que tu as dit, c'est super important sur la partie d'effort. Et ensuite, quand tu commences à avoir un peu de résultats, tu travailles différemment. Je pense que, en fait, ce qui change, c'est clairement la compréhension de ton propre business et la compréhension de ce que tu es en train de faire et de ce qu'il faut faire en termes de levier. En fait, au début, tu es obligé de déployer une force considérable dans tous les sens parce que tu sais pas vraiment ce que tu fais. Tu essayes beaucoup de choses, mais c'est un muscle que tu es en train de travailler. Ensuite, le résultat, c'est une donnée qui t'indique quelles actions sont en train de fonctionner. Et disons que plus ça va, plus tu as du résultat, plus il faut taper uniquement là où tu as le plus de résultats sur les actions qui sont les plus faciles, entre guillemets, pour les faire en volume. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et aujourd'hui, là où on arrive à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et à avoir plus d'impact, c'est justement parce que je sais mieux ce qui marche dans mon business, je me connais mieux moi et j'ai pas baissé la cadence. Je dirais que je suis même encore plus agressif qu'avant parce que ça te donne de l'énergie en fait d'avoir du résultat, ça te donne de l'énergie de voir que tu as de l'impact sur les gens, ça te donne de l'énergie de relever des challenges. Donc en fait, c'est comme la course à pied, plus tu cours, meilleur tu vas être et plus tu vas pouvoir t'entraîner, plus tu vas attaquer fort en montée. Bah là, c'est pareil. En fait, tu deviens meilleur et justement, je mettrai un petit red flag sur le fait que au contraire, quand tu as du résultat, il faut accélérer, il faut doubler ta cadence. Parce que si tu te couches sur une victoire, tu te lèves sur une défaite, en fait. Il faut vraiment constamment entretenir le feu, sans être tout le temps hardcore. Il faut réussir à
à jauger sur l'accélérateur, récupérer son énergie. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est ta connaissance des actions qui vont avoir le plus de levier, qui va faire que tu vas pouvoir avoir de plus en plus de résultats dans ta carrière, je pense. Je vois. Ouais, c'est hyper intéressant et j'aime beaucoup cette phrase là que tu viens de dire, si tu te couches sur une victoire, tu te lèves sur une défaite. C'est... En fait, je trouve ça parlant et ça fait écho. Alors même si en ce moment il faut plus trop, enfin on va dire la personne est moins hype et il y a peut-être d'autres problèmes, on va dire politiques et légaux autour, mais le documentaire avec McGregor, je sais pas si tu l'avais vu. Et ouais, dans le documentaire, je sais plus dans quel épisode, mais le journaliste se pose la question pourquoi, genre vraiment à chaque entraînement, le mec est limite mort, genre il est à l'agonie. Et il répond que s'il va jamais jusqu'à l'échec à l'entraînement, il connaît jamais la limite. Et si tu connais pas la limite, en fait, tu vis dans un genre de conte de fées où tu sais que tu peux tout faire, mais tu sais pas jusqu'où, quoi. Donc, je trouve ça hyper intéressant comme vision. Enfin, cette phrase, si tu te couches sur une réussite, tu te lèves sur un non, oui, si. Si tu te couches sur une réussite, tu te lèves sur un échec. Mais d'ailleurs, je pense que je la tire de McGregor. Euh, j'ai beaucoup été inspiré par son énergie et son ascension à sa grande époque. Et ça n'enlève, bon, même s'il y a des grosses phrases qu'il a un peu changé, c'est autre chose, ça n'enlève en rien la valeur qu'il a apportée au MMA et l'inspiration qu'il a donnée à des millions de personnes, quoi. Ouais. Je... Justement, ça me fait venir une question qui avance un peu en lien avec Flytex, mais justement, tu parlais de McGregor et du MMA. Est-ce que justement, c'est McGregor ou ton attrait par ces sports, ces arts martiaux qui ont fait que, parce que tu as une technique marketing avec Flytex qui est entre guillemets assez agressive et qui est intéressante, mais dans les ambassadeurs que tu as mis en avant, c'est souvent des sportifs, enfin des combattants, principalement de MMA aussi. Est-ce que justement ça, c'est un peu un spectre qui, toi, t'as envoyé dans cette direction parce que c'est ce que t'aimais, ou est-ce que c'est plus d'un point de vue marketing, tu t'es dit c'est là où c'est le plus pertinent d'avoir ce genre de profil que, je sais pas, des coureurs ou X ou Y sportifs? C'est un peu des deux. En fait, à la base, Flytex, c'est pour les gens qui sont blessés d'un ligament croisé, pour la performance sportive et principalement en course à pied. Ça a beaucoup été utilisé dans les sports de combat et en voyant en fait l'attrait pour les sports de combat, on s'est dit que c'était intéressant de développer une genouillère. Mais j'y serais pas allé si c'était pas un monde que je connaissais un peu. J'ai pratiqué beaucoup de judo étant plus jeune, je regarde pas mal le MMA à la télé. J'aimerais pouvoir pratiquer plus de sports de combat, je pense que je vais y revenir. Bon, en ce moment, j'ai pas trop le temps avec la course, mais c'est un monde qui me parle et donc quand quand j'ai vu qu'il y avait une communauté de sports de combat qui s'y intéressait, c'était pas un langage étranger pour moi, donc je me suis senti aligné à les servir en développant un produit spécifique. Ok. C'est hyper intéressant de voir ça comme ça. Et je pense qu'avant de continuer de creuser un peu dans l'aspect marketing de Flytex, c'est intéressant de recomprendre un peu l'historique et comment Ouais, ça a été créé, parce que j'avais noté quelques chiffres qui sont très intéressants et pour une marque qui a 3 ans maintenant, parce que ça a été fondé en 2022, c'est ça? c'est Je ça. crois que sur votre site, vous avez mis que vous avez plus de 116 000 sportifs entre la France et les États-Unis, donc c'est un beau développement pour une marque qui se lance. Est-ce qu'on peut revenir un peu à l'origine et justement avec la question que je te posais tout à l'heure sur les miroirs qui, je pense, est aussi un lien qui a fait que vous êtes parti, enfin t'es parti là-dessus. Ouais, bah, on va reprendre juste avant les miroirs. Covid, je sais plus quelle année c'était le premier Covid, le premier confinement. J'ai peur de dire une bêtise, mais ouais, 2020, 2022, par là. Ouais, dans le début 2020, dans les débuts des années 2020, euh, je vois une magnifique marque aux États-Unis sur une salle de sport portable qui utilise en fait les élastiques pour de la résistance. Moi, à l'époque, j'avais, je devais avoir 20 ans ou 22 ans, quelque chose comme ça. J'étais en pleine fitness era, j'adorais ça. J'allais beaucoup à la salle et j'aime toujours autant, j'y vais encore souvent. Et en tout cas, je me dis, mais c'est génial, je peux m'entraîner à la maison, surtout qu'à l'époque, j'avais pas trop d'argent.
Donc les abonnements à la salle, même 30 €, c'est quand même cher quand t'es étudiant. Et je vois ça, je dis c'est génial. En France, il y en avait un peu, mais c'était beaucoup d'élastiques pour le street workout. Tu sais, les élastiques épais et plats Ouais. pour t'aider à faire les tractions, etc. Et donc je me dis, bah cool, je vais créer ma marque de bande de résistance. Je l'appelle ResiBand, Resistance Band. Et je la lance, je mets quelques semaines à faire ça. Je trouve un fournisseur qualitatif. On fait le site, tout le branding, etc. Je le lance, ça marche pas. Pendant 3 semaines, je m'acharne, on fait des vidéos, etc. Ça marche pas. Et je me dis, bon, il y a peut-être un problème de prix. Et je décide de vraiment baisser au maximum de ma marge. Je gagnais presque pas d'argent, en fait, si je le vendais à ce prix-là. Mais je me disais, bon, bah, comme c'est un peu nouveau, peut-être que en mettant vraiment un prix bas, au début, je pourrais convaincre des gens, ce qui me permettra d'avoir de la social proof, des preuves de marché, savoir encore mieux à qui je m'adresse, etc. Donc je baisse le prix. Macron parle à la télé, genre le lendemain, confinement, les salles ferment. Et là, je me dis, mais c'est incroyable parce que je m'adressais jusqu'à maintenant à un petit marché de personnes qui voulaient s'entraîner à la maison parce qu'elles n'avaient pas trop d'argent et elles voulaient s'entraîner en voyage, à toute la France qui peut être intéressée puisque leurs salles sont fermées. Donc là, ma proposition de valeur, c'est les salles sont fermées, tu veux continuer à t'entraîner à la maison. ResiBand. On lance, ça marche. En 3 mois, je pense qu'on fait peut-être 20 ou 30 000 clients. Donc ça, vraiment, c'était mon premier, en fait, ma première réussite en tant qu'entrepreneur. Et sur Et, ces 20 ou 30 000 clients, du coup, tu étais toujours à tarif réduit que tu avais cassé ou tu on avais avait, revalorisé? j'avais évolué des choses. On avait fait des packs. On avait rajouté une barre pour faire du développé couché. On a rajouté plein de choses, des élastiques. Donc, on a commencé avec un panier moyen à 29,99 et on a dû terminer à 70 ou quelque chose comme ça. Donc, on a réussi à augmenter aussi les marges. C'était la première fois que je me payais directement grâce à mon business. Et c'était incroyable parce que j'ai découvert le plaisir qui était de bosser sur un projet, sur un sport que tu maîtrises et des problématiques que toi aussi tu as. Donc, tout simplement, je me filmais moi. Je parlais d'exercices que tu pouvais faire à la maison avec nos équipements, etc. Donc, c'était vraiment cool. Les choses avancent. Je m'associe avec un ami de l'époque qui lui avait une autre marque. Alors, rien à voir. Lui, il avait une marque dans les, des accessoires pour les animaux de compagnie. Et en fait, notre thèse, c'était on va faire un groupe dans lequel on va créer des marques qui vont servir dans les maisons des gens. Donc moi, c'était la salle de sport portable pour la maison. Lui, c'était des paniers spécifiques pour les animaux de compagnie. Et on avait plein d'autres idées autour du sport, mais on s'est dit, bon, c'est le même foyer qui va acheter toutes nos marques. C'est un peu la vision qu'on avait à l'époque. Et donc c'est ce qu'on a fait. C'était très difficile à gérer parce que on avait beaucoup d'employés. En fait, on margeait plus, on faisait beaucoup de pertes. Un mois où ça fonctionnait bien, le lendemain, le mois suivant, on perdait beaucoup d'argent. C'était des sommes assez folles. On avait des CDI. Enfin, c'était bien. On avait la bonne vision. Il fallait passer par là, mais en tout cas, la chose devenait trop grosse et on se trompait de jeu puisqu'on était trop défocus. On arrête tout, on allège la boîte, on coupe nos salariés, etc. Et on se dit, bon, on a trop de choses, on garde qu'un seul projet, et par contre, on l'emmène très loin. Et en fait, on a décidé de garder mon projet de salle de sport ResiBand. On est parti sur un développement encore supérieur. On s'est dit, bon, bah, les gens ont aimé, alors on va développer la version numéro 2, encore plus technique. Donc là, on a travaillé avec un bureau d'études, et on a fabriqué une plaque au sol avec des espèces de crochets où tu pouvais accrocher tes bandes de résistance pour faire encore plus d'exercices. Du squat lourd,
du développé couché, des soulevés militaires, plein de choses encore plus poussées. On a lancé ça sur un crowdfunding sur Ulule. Et le problème, c'était le prix. On lance une salle de sport portable à 300 € pour des gens qui avaient acheté nos premiers produits dans les 40, 60 €. C'était pas du tout le même portefeuille. Mais ça, à l'époque, je savais même pas que c'était un sujet. Je m'étais juste dit, on va fabriquer la meilleure des salles de sport portables avec élastique. On n'avait même pas pensé à l'avatar client, au prix du marché. On n'avait pas pensé à tout ça. On a fabriqué un truc magnifique, mais que personne ne pouvait acheter. Le crowdfunding foire complètement. On perd beaucoup d'argent. On perd quasiment tout ce qu'on avait gagné. Et là, on se dit, mince, on s'est trompé parce qu'on a voulu vendre quelque chose de high ticket, alors qu'en termes de perception, ça l'est pas vraiment. Ça reste des élastiques, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Et en fait, les gens nous disent, bah, votre histoire, elle est bien, mais ça remplace pas vraiment la salle de sport à la maison. Il nous manque l'expérience immersive. Il nous manque un coach. Il nous manque des gens avec qui on s'entraîne. Ce sera jamais pareil. Et c'est même pas plus poussé. Et d'ailleurs, on comprend pas trop ce qu'il faut faire avec vos élastiques, même si vous faites des vidéos. C'est pas si simple pour quelqu'un, pour un amateur ou quoi. On continue nos recherches marché. On se dit, bon, le sport, on a compris, c'est quelque chose où on est bon là-dedans, on s'intéresse. Et le sport à la maison, c'est la trend. On fait nos courses, en toute honnêteté, sur le marché des États-Unis. Moi, je m'inspire énormément de ce que font les Américains. Ils sont souvent en avance. Ils ont un marché beaucoup plus concurrentiel que le marché français. Ça les pousse à innover, ça les pousse à être meilleurs, ça les pousse à être agressifs. Donc, je m'en inspire directement. Et à l'époque, il y a Peloton qui explose. Tu vois ce que c'est ou pas? Pas du tout. Je connais même pas de nom, ça me dit rien. Peloton, c'est des vélos d'appartement connectés où tu as un écran sur lequel tu as un coach qui va te donner un cours en live et tu vas te connecter avec des centaines ou alors des milliers de personnes. C'est un peu comme ce que fait Zwift ou je sais que Basic Fit a ça maintenant dans leurs offres, je crois. Ok. Exact. En fait, c'est une smart home gym immersive. En gros, tu es chez toi sur un vélo connecté et tu es interconnecté pardon, avec des milliers de personnes. Et en plus, par exemple, sur le vélo, bah, c'est une course et du coup, il y a un classement. Et le coach te motive à faire super Clément, bien joué, allez, on accélère, on monte. Et t'es chez toi normal et t'as ça. Et en fait, c'était la première fois où les gens revivaient une expérience immersive à la maison, alors que c'était la déprime, c'était le confinement. Peloton à l'époque, c'est 36 milliards d'euros valorisés. En creusant sur le marché, on voit qu'il y a 4 ou 5 autres concepts de smart home gym, toutes valorisées plusieurs milliards. Donc nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une vraie preuve de marché. Il y a quelque chose. Et en Europe, personne. Et nous, on se dit, bah, c'est bon, on va faire une smart home gym. Par contre, c'est pas du tout le même game. On a déjà un bon fichier client, peut-être qu'on pourra le réutiliser. On n'a plus trop d'argent, donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une levée de fonds. Et donc là, on se dit, allez, c'est parti, on fait un miroir de sport connecté. Pourquoi un miroir? Parce que de tous les exemples de smart home gym qu'on avait vu sur le marché, le miroir, c'était ce qui nous semblait le plus broad, parce que tu peux faire du yoga, des étirements, de la boxe, du workout. T'as besoin que d'un miroir, pas de matériel. C'était la moins chère aussi, la moins compliquée à développer et la plus large en termes de possibilités de marché. Puis même en termes de perception cliente, c'est aussi plus simple d'installer un miroir chez soi dans un marché qui est moins réceptif à ce genre de produit pour le moment, quoi. Enfin, je pense. Peut-être, c'est kiff-kiff. Peut-être qu'on en parle après, mais globalement, du coup, on se dit, bon, bah, on va lancer un miroir. Alors, un miroir, peut-être que pour les gens qui nous écoutent, c'est pas clair, mais globalement, un miroir connecté de sport, bon, maintenant, il commence à y en avoir un peu plus sur le marché, mais à l'époque, ça n'existe pas trop. En fait, c'est un écran LCD, c'est comme une grande télévision qui est très longue, sur laquelle tu as un miroir, et en fait, tu as un petit ordinateur dans la télé, ce qui permet d'intégrer une application
que tu peux commander soit directement sur le miroir parce qu'il est tactile ou sur ton téléphone avec une connexion Bluetooth. C'est comme ça que ça fonctionne. La technologie, elle n'est pas si compliquée. Ce qui est compliqué, en fait, et c'est ce qu'on a vu après, c'est la complexité du business en lui-même. Pour vendre une Smart Home Gym, déjà, il faut le miroir. Donc, c'est du hardware. Le hardware, c'est très cher. Ça veut dire que si tu dois faire des stocks, ton besoin en fonds de roulement, il est colossal. C'est des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Ensuite, il faut une application dedans. Ça veut dire qu'il faut une équipe de développeurs. Et ensuite, dessus, tu vas faire des cours. Parce que le coach, il apparaît à l'écran comme un hologramme. C'est magnifique. Mais il te donne un cours qui est préenregistré. Donc ça veut dire qu'il faut sans cesse du nouveau contenu. Donc il faut un studio, il faut payer les coachs. En fait, c'est des coûts qui sont faramineux. Et nous, débutants, la fleur au fusil, on l'avait compris, mais on s'est dit, si les Américains ils l'ont fait, on peut le faire. C'est qu'une question d'argent. On va lever des fonds. Pendant 8 mois, on fait notre levée de fonds. Honnêtement, ça se passe bien parce que le projet, il est sexy. C'est le confinement, c'est du sport à la maison, c'est sport tech, c'est innovant, et en fait, ça plaît. Et on arrive à parler à pas mal de beaux mondes. On arrive à vraiment parler à beaucoup de business angels. Je sais pas si je peux citer leur nom, mais je le ferai pas. Mais comme tu veux. En tout cas, on était là comme des fous, toute la journée sur LinkedIn, à envoyer des messages aux business angels qui mettent dans leur titre Jean Machin, business angel. Au début, on faisait des grands messages en mode « Ouais, est-ce que tu veux investir dans notre projet, machin ?» On tapait un message comme ça, on n'avait pas de réponse. Et finalement, à la fin, notre meilleure technique, c'était de dire « Salut, est-ce que tu investis actuellement dans des projets Sportec ?» Le but d'un call de message, c'est simplement d'avoir une réponse. Le mec te dit oui, envoie-moi ton deck. Si ça lui plaît, tu décroches un call. Et à la fin, on arrivait à avoir beaucoup de calls. On avait genre 10 à 30 calls par semaine. Au début, c'était super difficile, on était nuls, mais au bout de centaines de calls, tu deviens bon, tu deviens confiant. Ton projet, qui était à la base un PDF, tu commences à vraiment le maîtriser, tu as tellement la vision, tu es tellement sûr de toi, que tu commences à lever de l'argent. Et on a levé, je crois, 250 000 euros sur un PDF en 8 mois. Alors, on avait, entre-temps, réussi à faire des petites levées avec la famille, les amis, les entrepreneurs qui gravitaient autour de nous. On s'est acharné. On a commencé à réussir à faire des prototypes, à faire des démonstrations aux business angels avec des cours qui étaient même pas les nôtres. On les trouvait sur YouTube. On les mettait dans le miroir parce qu'on le connectait en Wi-Fi. On mettait une application YouTube, on bloquait l'écran, c'était n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça que tu fais une levée de fonds. Tu te débrouilles. On arrive à lever. Je vais raccourcir un peu l'histoire parce qu'elle est très longue. Pas de souci. On développe le produit. On fait une genre de pré-lancement. Et je crois 1 semaine avant la date du lancement, déconfinement. Ça veut dire que les gens veulent plus jamais entendre parler du sport à la maison parce qu'ils en ont bouffé pendant 2 ans. On lance 0 vente. Quand je te dis 0 vente, on a essayé des tonnes de choses. On avait des bureaux à l'époque. D'ailleurs, c'était débile. On contactait des gens sur Instagram qui aimaient qui étaient dans les salles de sport pour qu'ils viennent essayer notre miroir dans les bureaux. Et ils essayaient, ils disaient « Ouais, c'est génial. Mais je vois pas ça chez moi. » Le miroir était cher. Ça coûte 1 500 euros plus un abonnement pour les cours. Et en fait, on a compris plus tard que le Français n'a pas autant d'argent que l'Américain à mettre pour le sport, d'autant plus que c'était quelque chose de très nouveau et dans une tendance marché finalement qui était plus bonne parce que les gens voulaient plus faire de sport à la maison. C'est marrant parce que ça fait beaucoup écho avec l'épisode que j'ai fait au tout début du podcast avec Julie Chopinet qui était passée sur Qui veut être mon associé. Je sais pas si ça te parlera, c'était Maison Attelée, elle vend des accessoires de sport stylisés. Et en fait, c'était la réflexion qu'elle m'avait dit pendant l'épisode, mais aussi en off, où elle commençait à s'expatrier aux États-Unis pour les produits parce que, pour reprendre ces termes, et en fait, c'est vrai, c'est que les Américains sont plus aptes à mettre 150 euros dans des chaussures de sport parce que ça coûte toujours moins cher qu'1 heure chez le médecin, tu vois. et en fait, c'est une réalité qui est là et qu'il faut pas
oublié, je pense, quand on va pas forcément dans le domaine de la santé, mais en tout cas du sport et de ce genre de choses en France ou en Europe, quoi. C'est vrai, mais ça arrive. Là, on sent qu'il y a il y a une vraie tendance qui part un peu de l'Australie, qui est inspirée aux États-Unis. Bon, les Américains, ils ont toujours été chauds en sport et très dynamiques. Mais là, qui arrive en France, grâce au réseau, grâce à tous les ambassadeurs, les influenceurs qui font du super contenu, maintenant, tu es vraiment inspiré et ça devient la norme, j'ai Ouais. l'impression. Ou alors, c'est parce que comme je fais du sport, j'ai un algorithme sportif, mais je vois quand même autour de moi beaucoup plus de gens se lancer dans des gros défis sportifs, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ouais. Euh, Ouais, non, ça se développe, même si je pense que, comme tu dis, on est aussi un peu biaisé, où du coup, nous, les algorithmes sont beaucoup centrés là-dessus. Mais je pense que ça se développe doucement, alors pas au point où tout le monde est prêt à acheter une paire de chaussures plutôt qu'un rendez-vous chez le médecin, mais ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et justement, pour revenir sur cette histoire de miroir, avant de lancer sur Flytex, euh, qui visiblement s'est soldé par un échec entre guillemets, même si moi la définition d'échec n'est pas négative parce que c'est ce que j'essaie de mettre en avant avec Crisis, c'est que c'est une opportunité parfois. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as appris de cet échec entre guillemets avec ces miroirs qui t'a permis de t'améliorer ou de mieux te développer avec tes projets qu'on suit? Bah, j'ai pris confiance en moi sur l'aspect risque lié à l'entrepreneuriat et à l'argent et aux pertes. Parce qu'à l'époque, j'étais avec un associé. Au bout d'un moment, il était plus aligné avec le projet, c'était très difficile. Il voyait bien que ça ne marchait pas. Et moi qui avais mis tout mon argent dedans, jusqu'au dernier centime, toute mon énergie, je ne me voyais pas juste abandonner le projet alors que on avait encore de la trésor, de la levée de fonds, on avait encore plein de choses à tester. Donc je voulais rester. Donc moi qui étais COO, je suis passé CEO et lui est parti. Donc j'étais seul. Et en fait, il y a une énorme différence quand quand c'est pas toi qui signe les papiers, quand c'est pas toi qui peux aller en prison, entre guillemets. Et en fait, quand c'est toi qui es sur le cabis, il y a ton seul nom, c'est à toi que les investisseurs vont demander des comptes, c'est à toi que les banques vont demander des comptes si tu payes pas, c'est à toi que les huissiers vont s'adresser si tu payes pas le loyer. Et ça change beaucoup de choses. C'est comme si tu faisais un saut dans le vide. Et ça me faisait peur. Et grâce à lui, j'ai pu prendre confiance sur le fait que il n'y a pas tant de choses que ça qui changent. Tu as une petite pression qui justement te pousse à être encore plus dans l'action en fait. Parce que tu n'as pas le choix. Encore plus, tu vois. Là où parfois, quand tu es à deux, il y en a toujours un qui peut un peu prendre le lead et l'autre qui peut se mettre dans les pas, tu vois. Et moi, en tout cas, je me mettais dans les pas de l'autre. Et c'est pour ça que je préfère être seul. Parce que comme ça, je sais que je vais pas avoir le choix, tu vois, d'être au maximum de mes capacités. Et je vais pouvoir compter que sur moi-même. Et aujourd'hui, c'est un style d'entrepreneuriat qui me convient mieux et je l'ai découvert grâce à ça. C'est un peu une façon de se mettre dos au mur soi-même, quoi, entre guillemets. C'est ça. Sinon, enfin, tu découvres que tu as du courage que quand t'as pas le choix. Tu découvres que t'abandonnes pas que quand t'as pas le choix. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu ce même. Et je préfère me mettre dans des situations qui vont me pousser vers l'avant plutôt que d'avoir le choix parce que comme tout le monde, je suis flemmard, comme tout le monde, j'ai peur, comme tout le monde. Mais quand t'as pas le choix, t'actives pas mal d'autres choses et tu deviens un peu plus la personne que tu dois être. Ouais. Ok, hyper intéressant. Et justement, avec cette confiance en soi et ce goût du risque, on va dire, quand tu as lancé Flytex, ça a été quoi le vrai déclic ou la chose où tu t'es dit, je dois lancer ça ou je dois créer ça? Enfin, parce que j'ai l'impression que le projet, il y a quand même une envie viscérale de sortir le produit où en fait, même s'il n'y a pas un objectif d'entreprise derrière et de commercialisation, le produit, tu l'aurais fait pour toi, quoi. Et c'est un truc que je trouve hyper intéressant et enrichissant par rapport à ta vision de l'entrepreneuriat sur ce projet. 100%. En fait, le projet du miroir connecté il m'a construit et il m'a détruit aussi. Il m'a construit dans le sens où, bah,
c'était un énorme projet et on a tout réussi à faire. On a développé une application, on a développé un produit hardware tech, alors que moi, je connaissais rien de ça. On a fait du contenu avec des coachs, on a fait une levée de fonds, et en fait, ça m'a apporté beaucoup de skills. Donc après, développer d'autres produits qui sont, même si c'est très technique de faire des genouillères, il y a aussi des aspects médicaux, etc. C'est beaucoup moins difficile que d'aller faire tout ce qu'on a fait avec les miroirs, tu vois. Donc j'ai quand même pris beaucoup de skills. Par contre, là où ça m'a détruit, c'est sur l'aspect santé. Quand j'ai arrêté avec les miroirs, et j'ai arrêté pas forcément par choix, mais c'est parce que j'étais complètement rincé, j'avais plus d'argent, j'étais endetté, j'avais moins 30 000 euros de dettes que je devais aux banques, j'avais un bureau sur les bras qui avait un bail de 3 ans que les propriétaires ne voulaient pas résilier à 2500 euros par mois. J'avais plein de choses comme ça, et en gros, il me restait genre 4 ou 5 000 euros sur mon compte. Et en fait, j'arrive à négocier un bail de départ avec les propriétaires uniquement si je trouve un repreneur du bail. J'y arrive. Et ils me disent, comme on casse le bail plus tôt que prévu, on garde quand même ta caution. Donc tu nous dois, parce qu'on n'avait plus d'argent, tu nous dois quand même les 3 mois de loyer en retard, plus la caution. Moi, je m'étais dit, je les ai pas payés, mais c'est pas grave. Ils ont la caution de 6 000 euros et quelques. Ils la gardent, on est quitte, au revoir, merci. Non, non. Ils voulaient ma caution, plus les 3 mois de loyer. Je n'avais pas l'argent. Du coup, j'ai contre-attaqué, parce que c'était pas du tout juste. Enfin, peut-être que légalement, ils avaient droit, mais n'empêche qu'il y avait plein de choses qu'ils n'avaient pas assurées de leur côté en termes de contrat. Et je leur ai rappelé, et j'ai réussi à trouver une manière de leur démontrer là où ils avaient eux aussi foiré, et que moi, j'allais les attaquer si jamais ils continuaient. Ils m'envoyaient des huissiers, etc. Finalement, je leur ai dit, je vous renvoie les clés, on est quitte, je ne payerai pas les 3 mois de loyer, je ne peux pas, je ne suis pas solvable, vous vous rendez pas compte, vous avez déjà ma caution, au revoir. Et on est quitte. Et ça a fonctionné. Et heureusement, parce que c'est avec cet argent-là que j'ai pu un peu plus souffler sur les quelques mois après la fin des miroirs. Et là où je dis que ça m'a détruit, c'est en termes de santé, c'est que j'avais 25 ans et j'avais en fait des tendinites de partout. Parce que t'es anxieux, parce que tu dors pas, parce que t'es stressé, parce que enfin, quand t'as pas d'argent et que tu sais pas comment tu vas dans 3 mois payer ton loyer, que t'es avec ta copine dans l'appartement, c'est chaud quand même. Tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas ce qui va t'arriver, tu vois. Donc en fait, t'es très mal en point. Comme tu disais au début, plus tu forces, moins t'écoutes les signaux, moins ça marche. Enfin, c'est pas, ça va, il va rien se passer de plus. Et j'étais en force. Dans mon business, dans ma tête, sur mon corps. Je m'entraînais énormément. Je faisais de la course, je faisais de la musculation. J'avais plein de douleurs. Je forçais au-delà. Parce que pour moi, c'était pas lâcher, c'était justement ne pas être faible. Alors que c'est peut-être là où j'aurais dû apprendre à avoir du recul. J'arrête les miroirs connectés, j'appelle les investisseurs. Je leur dis, pour moi, c'est fini. Je coupe avec tout ce qui s'est passé. J'étais traumatisé, en fait. C'était 2 ans, même plus, des années, en fait. Parce qu'il y a eu le projet des bandes de résistance, il y a eu le crowdfunding, il y a eu la levée de fonds, il y a eu la mise au marché. Tout ça, c'est 3 ans, je crois, 3-4 ans, où t'es non-stop, et au final, tu repars et t'as une main devant, une main derrière, quoi. Un corps vraiment catastrophique, j'étais rouillé, j'avais des tendinites de partout. Mon ancien ligament croisé me lançait énormément. J'avais très mal aux genoux, aux 2 genoux même, puisque l'autre aussi, affaibli par la blessure de l'autre, c'était mis à me faire vraiment mal. Les épaules, les poignets, catastrophe. Et je me dis, mais mec, tu vas passer comment ta trentaine en fait? Et à 60 ans, tu vas être dans quel état, tu vois? Donc grosse remise en question, tout le monde s'écroule un peu quand tu n'as plus ton business, tu changes du tout au tout. Et je me dis, la première étape de la reconstruction, ça va être de prendre soin de moi, de me soigner, de comprendre ce qui cause ça, de comprendre comment soigner et comment éviter ça. Je vais chez le kiné,
Je fais peut-être 3 séances de kiné par semaine. Je lis des livres sur les articulations, sur la mobilité. Un que je recommande d'ailleurs, c'est The Supple Leopard de Kelly Slater, je crois. Ok. C'est un Américain, c'est un kiné qui t'apprend en fait la prévention, que c'est aussi important que l'entraînement lui-même. Si plusieurs fois dans la semaine, tu vas faire de la prévention, de la mobilité, du renforcement sur les zones où tu sais que tu as des faiblesses, en fait, tu n'arrives jamais au point où tu as la tendinite. Tu n'arrives jamais au point où tu vas te blesser parce que tu développes une écoute de ton corps, tu développes des méthodes pour mieux te positionner en termes de posture, d'entraînement, de mouvement. Et en fait, ça devient vraiment le but de ton quotidien sportif. Et je l'intègre. Alors, je te parle de ça avec du recul maintenant. À l'époque, j'étais juste bourrin et je comprenais pas trop, tu vois. Mais ça m'intéressait parce que je savais que j'avais pas le choix parce que le sport, c'est ma passion et je pouvais plus faire de sport, tu vois. Donc, j'ai tout arrêté, je faisais plus rien. Je faisais du kiné et je faisais du yoga et de la mobilité. C'est tout ce que je faisais. Et petit à petit, mes inflammations, elles diminuaient. Petit à petit, je comprenais comment mon corps fonctionnait, comment mes articulations fonctionnaient. Et j'étais vraiment dans un tunnel là-dessus. J'étais fou de ça. J'étais fou d'articulation, de tendons. Genre, je pensais qu'à ça, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, il faut quand même que je mange. Donc, il faut absolument que je retrouve un projet qui va me permettre, d'ici quelques mois, de revivre normalement. J'avais deux, trois idées. Tu as toujours des idées de financières. J'aurais demandé de l'argent à des proches. J'aurais emprunté de l'argent. Je me serais débrouillé dans tous les cas. Et j'ai la chance d'avoir des amis qui avaient un peu réussi à droite à gauche. Donc je savais que je pouvais peut-être compter sur eux. Ils prennent des parts de mon futur business, mais ils me donnent un petit ticket au début pour me lancer. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de quand même réfléchir à son réseau si jamais on se lance. Alors, au début, perdez votre propre argent. Travaillez, mettez de l'argent de côté, perdez votre argent parce que vous allez le perdre dans tous les cas. Mais une fois que vous avez réussi à faire de l'argent et que les gens autour de vous le savent et qu'en plus, grâce à vos premières petites réussites, vous avez réussi à vous faire un réseau, ce réseau-là, il est important parce que quand vous allez vous casser la gueule, c'est peut-être ces gens qui vont vous aider parce qu'ils connaissent vos compétences. Et un bon entrepreneur a parfois juste besoin d'un peu d'argent, de 5-10 000 euros pour se relancer et repartir sur une bonne tendance. Je me mets à chercher des opportunités de business sur le marché américain. Mais par contre, cette fois, j'avais 2 certitudes. Je vais le faire avec un sujet que je maîtrise totalement, c'est-à-dire le sport. Et je vais le faire à ma manière, c'est-à-dire quelque chose qui est important pour moi. Parce que j'avais découvert sur les miroirs connectés que j'adorais parler de ce projet-là en racontant en fait comment nous, on en était venus à cette réflexion-là de sport à la maison. Je cherchais vraiment quelque chose qui allait matcher avec mon quotidien, mes problématiques, et que je maîtrisais dans le sport. Donc j'avais quand même ce prisme qui était assez précis. Et je crois beaucoup au fait que tu attires à toi ce qui est fait pour toi. Sur le marché américain, je vois plein de choses. Au début, je vois des chaussettes de compression pour la récupération justement des athlètes, pour les personnes qui ont un train de vie très actif, voire même les sédentaires. Enfin, il y avait plein d'autres sous-catégories. Donc je commence à travailler sur ce sujet-là, sur le sujet de la compression, sur l'aspect médical, circulation sanguine, etc. Et je vois aussi un projet de genouillère pour le sport. Je me dis, tiens, mais ça c'est incroyable, je savais même pas que ça existait. Moi j'avais les 2 genoux en compote, c'était le plus gros pain que j'avais. Je dis, mais c'est génial ça, c'est comment ça marche, etc. Et en fait c'était une marque dans le médical qui ensuite était partie sur l'aspect sportif. Il y en a une en France qui fait ça aussi. Et là je me dis, mais c'est une bonne idée, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le vendre. Je pense que c'est pas comme ça qu'on peut travailler sur un projet sportif. Moi, en tout cas, ça me parle pas la manière dont ils l'ont fait, mais par contre, c'est incroyable. Je veux tester le produit. Je veux voir comment ça fonctionne. Je fais mes tests. Il s'avère que c'est assez puissant, ça marche bien. Donc, c'était pas du tout le même genre de techno qu'on avait.
mais ça s'en rapprochait. En tout cas, c'était une genouillère courte qui utilisait aussi cet aspect compressif au niveau du genou, mais par contre, pas du tout aussi confortable. Ouais, parce que ouais, j'ai déjà utilisé ce genre de genouillère parce que moi aussi j'ai les ligaments en vrac, donc c'est comme ça que j'ai découvert Flytex au début. Mais ouais, en fait, c'est la raison pour laquelle j'en porte jamais, ou enfin, en fait, toutes celles que j'ai eues venaient du médical de base, et en fait, c'est pas des personnes qui sont confrontées à la pratique sportive et au terrain. Et du coup, en fait, c'est des trucs qui sont soit pas pratiques, soit pas confortables, soit les deux, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais faire cet épisode avec toi, parce que c'est un produit que je trouve intéressant. Et même si j'étais vachement sceptique au début, parce qu'il y a toujours ce truc de... Et c'est la vision que tu as qui m'a fait changer d'avis, et c'est aussi pour ça que je voulais faire ça, où il y en a beaucoup qui vendent ce genre de produits comme des béquilles, justement, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant avec toi, qui montre que en fait c'est pas des béquilles, mais c'est un outil qui permet de se mieux performer et par la suite de les réduire. Et donc c'est ça que je voulais voir avec toi, donc je suis très content, et justement si on peut en parler un peu plus aussi après sur cette vision et cette philosophie, je suis très preneur. 100%. Pour en arriver à ce que tu me demandes, je vais finir avec le produit. Et globalement, je comprends la technologie, je comprends comment elle marche, je constate les effets, je constate aussi les parties négatives. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas ingénieur, donc de base, je fais confiance au marché, c'est-à-dire à ce qui fonctionne déjà. Je ne réinvente pas la roue, par contre, je m'en inspire et je vais la faire innover dans une direction où moi je vais maîtriser le sujet. Je bricole, je trouve des fournisseurs, au début je trouve des manchons de compression, des trucs à droite, à gauche, et j'essaye de comprendre comment je peux développer un produit dans le genre. Je commence à trouver quelque chose qui commence à vraiment bien fonctionner, donc c'est à la base une compression pour jambes complètes, et c'était mal perçu en fait dans le marché parce que tu avais soit les genouillères médicales qui allaient te contraindre au niveau du mouvement, soit la compression qui est très fine et qui est juste là pour t'accélérer la circulation sanguine. Ça existe, ça existait même pour les jambes complètes bien avant Flytex. On n'a pas inventé cet aspect de jambe totale. Mais par contre, ce qui n'existait pas, c'est une compression épaisse, très ciblée au niveau de l'articulation, qui permettent un maintien intermédiaire. Donc, tu as une sensation de maintien, tu as du maintien qui impacte sur ta proprioception, et tu as l'aspect circulation sanguine sur toute la jambe qui t'aide à la récupération pendant et après l'effort. Là, je te le sors comme ça, c'est du tout cuit, mais on l'a compris, après plein d'étapes produits, tu vois. Ouais. À la base, on a fait des tests, on a commencé à trouver des produits qui fonctionnaient très bien sur les gens. Ils étaient contents. Moi, je passais toutes mes journées au téléphone avec les clients qui achetaient. Merci de vous avoir fait confiance. Pourquoi vous avez acheté ça ? Moi, je savais que c'était pour le ligament croisé et pour les sportifs qui reprenaient, mais il faut toujours demander à la personne dans quelle étape de sa vie, de récupération, de blessure elle est, pour vraiment comprendre son client. Étape numéro 1, comprendre son client. J'ai essayé des genouillères courtes, ça glisse, ça hérite, je le fais plus. J'ai de l'arthrose, j'ai un ancien ligament croisé, j'ai un ancien ménisque, je fais beaucoup de courses, je fais de la randonnée, et je comprends en fait qui est mon client encore plus. C'est pas juste moi qui ai 26 ans, un ligament croisé, etc. C'est beaucoup plus large que ça en fait. C'est les mecs de 55 ans qui ont fait de la course à pied pendant 20 ans, des ultra-trails, des marathons, qui sont usés et qui, un peu comme moi, ont ce mindset-là de « on y va, on force, je vais pas me laisser abattre par la blessure » et en fait qui ont trop forcé. Et bon, bien ou pas, on s'en fiche, c'est pas la question. Le sujet, c'est qu'ils sont dans cette situation. Et moi aussi. Bien entendu, la solution numéro 1 quand tu as une douleur, une blessure, c'est kiné, renforcement, prévention, mobilité. C'est ça la base. Sauf que parfois, t'as tellement mal que tu peux même pas faire cette première marche. Parce que le mouvement te fait mal. Parce que t'as trop d'appréhension après ta blessure. Et en fait,
c'est là où Flytex est vraiment devenu cet outil, cet équipement en fait, qui te permet de reprendre confiance en tes capacités motrices, soulager tes douleurs quand tu es vraiment en phase aiguë, t'attaquer à des prépas qui sont beaucoup plus grosses que d'habitude. Une prépa marathon, ton corps, tu passes de 20 km par semaine en détente, tu la doubles. Tu passes à 45-50 km en quelques semaines. Ton corps, il n'est pas prêt pour ça. T'es pas un professionnel. Tu peux te blesser. Tu as des douleurs qui sortent. Tu mets de l'impact. C'est violent. Et en fait, les maintiens Flytex, la compression ciblée qu'on utilise, te permettent de réduire justement cette pression dans l'articulation, te permettre de gagner en stabilité, d'avoir plus confiance en tes appuis. Et c'est ce qui fait que tu vas pouvoir plus t'entraîner parce que tu auras moins mal le lendemain. Et plus tu fais des séances, plus tu enchaînes, plus tu progresses. Alors que si tu accumules les petites blessures, les petites douleurs, ça va être la catastrophe. Et tu arrives à ton marathon, tu es rincé total. Et c'est ça pour plein de choses. Que tu aies peur de te blesser, ça t'aide à être plus performant. Si ton corps il est en confiance, tes appuis vont être justes. Si tu es là à penser à ta blessure, c'est là où tu vas aussi commencer à risquer tes mouvements. Donc il y a plein de choses, il y a plein d'arguments qui sont assez impressionnants autour du maintien articulaire. On le comprend de plus en plus parce qu'on travaille avec plein de spécialistes dans la santé. On travaille même avec des chirurgiens maintenant. Ils ont des patients qui repoussent, voire évitent complètement les opérations parce qu'ils veulent pas opérer, parce que pour plein de raisons. Mais globalement, ouais, ça va jouer sur la récupération active et après l'entraînement. Ça va jouer sur la stabilité articulaire, un peu de proprioception. Ça va jouer sur la confiance que tu as en général dans tes mouvements et pour ce qui est d'éviter une rechute. Et ensuite, ce qui va énormément évoluer, c'est le comportement que tu as avec la genouillère. Tu as Ouais. des gens qui, parce que ça soigne pas du tout, ça soigne pas, ça soulage quand tu la mets. Par contre, le fait que tu n'enchaînes pas les inflammations, les micro-blessures, des choses comme ça, parce que tu vas mettre du Flytex, tu vas permettre à un terrain qui est déjà endommagé d'être soulagé et en fait, avec le temps, de se réparer tout seul. Ouais, de se renforcer, de... Voilà, c'est ça. Si bien sûr, tu continues le renfort, tu fais tout ce qu'il faut à côté. Disons que ça va soutenir, ça va aider comme ça. Et nous, ce qu'on dit de manière tout à fait alignée, c'est quand quelqu'un nous dit ouais, j'ai cette pathologie-là, est-ce que tu me le conseilles? Est-ce que tu es suivi par un kiné? Est-ce que tu fais le taf qu'il faut d'abord? Nous, on va t'aider, mais c'est un bonus à tout ce que tu dois faire. Parce que le but final d'un sportif, c'est de courir en toute liberté, sans équipement externe, sans armure. Ouais. En fait, c'est pas quelque chose qui va soigner le problème, mais qui aide à réduire... Enfin, qui va soigner la cause, mais qui aide à réduire le problème le temps qu'on puisse travailler là-dessus, quoi. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et justement, j'avais pris des notes de tes citations. Je sais plus si je les avais trouvées sur ton LinkedIn ou sur le site, mais ouais, tous ces trucs que tu disais sur on triche pas avec la récupération, on n'ignore pas la douleur, on s'adapte, on progresse, et parfois on a juste besoin d'un coup de pouce. Et c'est cette vision-là que je trouvais hyper intéressante, et tu m'as fait la transition avec le renfo, tu vois, parce que j'ai fait un épisode avec Kevin Moncelli, qui est un kiné ultra trailer sur les réseaux, peut-être que ça te parle. Ouais, c'est On quelqu'un a... qui, non? Ouais, c'est ça, anciennement Kekel Kiné, et justement on avait parlé un peu de renfo musculaire. C'était hyper intéressant et ça mériterait plein d'autres épisodes, mais justement, vu que toi t'es aussi dans le milieu avec un prisme différent où t'es pas kiné, mais tu connais les problématiques liées à la ligamentoplastie ou aux ruptures des ligaments et avec les genouillères justement, est-ce que t'aurais quelques conseils pour des personnes qui ont des problèmes articulaires au genou, de renforcement ou de choses à mettre en place? Peut-être pas forcément des exercices spécifiques, mais des étapes de, on va dire, un genre de plan d'action en 3 étapes pour que ça aille mieux, quoi. La première chose, et c'est ce que tous les kinés conseillent, c'est ce qui a le moins d'impact et c'est ce qui a le plus de bénéfices aux articulations, c'est la marche. La marche, ça lubrifie tes articulations, ça permet de maintenir l'écosystème bien vivant et pas d'être sédentaire parce que plus t'as mal, moins tu vas bouger, plus tu vas avoir mal parce que
enfin, tes muscles qui sont plus habitués à avoir de l'impact, etc. Donc ouais, la marche lente, régulière, les massages et des entraînements spécifiques à ta pathologie avec un kiné. Souvent, les gens ils me disent non, je suis pas suivi. Ils pensent que ça va se réparer tout seul, mais la vérité c'est que c'est super grave. C'est pas, enfin, souvent la petite douleur, c'est pas ça qui est grave. C'est tout ce que ça va faire dans ta vie. C'est-à-dire que tu t'en occupes pas maintenant, ça va empirer jusqu'à te faire arrêter le sport. Quand tu dois arrêter le sport parce que la douleur, elle est trop grave, bah, c'est 1 an minimum, gros minimum. Quand tu as une tendinite très, très, très enflammée, c'est 1 an de parfois de pause ou tu penses que ça va bien, tu reprends, bam, tu retombes dedans. Et puis petit à petit, c'est des sports sur lesquels tu vas t'éloigner parce que tu auras trop peur de te refaire mal et de rechuter. Donc en fait, il faut vraiment essayer d'ignorer aucune douleur, pas trop forcer, se renseigner aujourd'hui avec tout ce qu'on a sur Internet, avec l'IA, avec tout ça. Franchement, c'est pas compliqué. Tu poses ta question à ChatGPT, tu lui expliques ce que tu as, il- tu vas chez ton kiné, mais d'abord tu te renseignes sur ce que tu as et sur ce que tu devrais pas. Si tu as un problème au genou et tu lui dis est-ce que j'ai ça? Est-ce que tu penses que je devrais faire ma séance de 20 km aujourd'hui? Il va certainement te dire je te déconseille, peut-être vas-y doucement, fais les 3 premiers et regarde où t'en es et pousse pas au-delà de la douleur parce que ça pourrait être contre-productif pour les prochaines étapes et ça pourrait être encore pire. Donc, moi, je conseille vraiment aux gens de s'éduquer, de consulter chez le kiné. J'essaie aussi de faire du contenu sur mes réseaux, sur ce que moi je fais par rapport à ce que je rencontre comme douleur, problématique. Et chaque discipline, chaque nouveau défi me demande une nouvelle condition physique. Là, je me remets au trail, bah, je me rends compte que mes chevilles étaient pas prêtes. Parce qu'entre la course à pied qui est bien alignée et le trail où tes chevilles elles sont censées en train d'être bougées sur les côtés, c'est pas le même mouvement, c'est pas le même renfort qu'il faut. Donc tu dois t'adapter à ce que ton corps a besoin pour la charge de sport qu'il a. Ouais. Non, c'est hyper intéressant de voir ça comme ça. Et ouais, c'est un bon conseil, je pense, qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent. Alors, toujours aller voir et avoir l'avis d'un vrai spécialiste médical, c'est important. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place là depuis aussi plusieurs semaines, où en fait, j'ai créé un prompt sur ChatGPT qui est vraiment spécialisé médecin du sport comme ça. L'objectif, c'est pas de remplacer un médecin du sport, mais vu que des fois on sait que les délais avant d'avoir des rendez-vous ça peut être long, dès que je sens que j'ai un problème, une douleur ou un truc, je donne les symptômes, mes séances de sport, mes trucs, qu'est-ce qui génère les douleurs à l'IA, et du coup elle m'oriente en mode est-ce que ça va, je peux quand même aller m'entraîner ou est-ce qu'il vaut mieux que je ralentisse ou que j'aille voir vite un médecin et tout. Et Mm. du coup, ça permet d'avoir parfois un premier bilan, alors qu'il n'est pas définitif parce que, on le répète, c'est pas un médecin, mais d'avoir un premier bilan ou au moins savoir avoir des pistes de réflexion sur qu'est-ce que ça peut être et pouvoir se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire en attendant d'aller voir un vrai médecin ou un kiné, quoi. Donc, très, très bon conseil que tu nous donnais. Euh, pour, euh, pour finir un peu sur Flytex, parce qu'il y a d'autres sujets dont je voulais parler, tu as fait la transition avec le trail, le marathon, donc je voudrais parler un peu de ce fameux marathon et aussi de la boucle par la suite. J'avais noté quelques chiffres que tu m'avais partagés, mais comme quoi, je crois, sur les premiers mois, Flytex, c'était 10 000 clients, et en 2 ans, c'est plus de 100 000 clients entre la France et les États-Unis, ce qui est une sacrée évolution et ce qui enfin, intéressant de voir comme parcours. Donc on en a parlé un peu tout à l'heure avec les influenceurs et les créateurs de contenu et les sportifs que tu avais utilisés comme ambassadeurs, mais au-delà de ça, comment est-ce que toi tu arrives à expliquer cette évolution et qu'est-ce que tu as mis en place pour avoir cette courbe qui est pour les 2 premières années d'un business qui est quand même assez intéressante et impressionnante, quoi. Bah, je reviendrai un peu à ce qu'on a dit au début, mais c'est le produit en fait. C'est parce qu'on a un très bon produit qui fonctionne. Et en gros, dans la phase où j'étais au téléphone avec les clients, j'ai compris vraiment ce dont, en termes de problématiques qu'on avait en face, bah, comment il fallait qu'on fasse évoluer ce qu'on avait compris du marché en termes de produits. Quelle, quelle technologie médicale éprouvée on peut réutiliser sur un produit sportif. Et en fait, c'est en prenant tous ces retours-là que j'ai construit la V2 qui est aujourd'hui notre best-seller. Et on a tout pris en compte.
Tu vois, j'ai acheté genre une cinquantaine de produits qui étaient les best-sellers sur Amazon pour les genoux. J'ai tout testé. De l'élastique à la matière, à la compression, au strap, pas strap, etc. J'ai compris en fait comment on développait une genouillère. J'ai compris les technologies médicales et on a fait développer ça par la suite. Et c'est comme ça qu'on a obtenu le V2 et qui en fait le V2 c'est un mix entre les meilleures technologies de marché et tous les besoins clients spécifiques aux problématiques des genoux pour les sports de performance. C'est comme ça. Et en fait, une fois qu'on avait notre V2, qu'on a pu déposer, etc. par la suite, bah, tu déroules. Tu parles à un seul client. Je m'adresse à Stéphane, 40 ans, fou de sport, contraint de ralentir, voire d'arrêter. Ma situation aussi, celle que je peux vivre d'ici quelques années si je m'étais pas réveillé. Et je lui parle de sa problématique. Je lui parle de ma problématique. Je lui parle de pourquoi on a fabriqué ce produit. Je lui parle de qu'est-ce qu'il a aujourd'hui et de comment il peut résoudre ça. Personne faisait ça à l'époque. Du coup, bah, tu mélanges bon produit qui fonctionne, client satisfait qui en parle autour d'eux, qui en parle sur les réseaux, marketing maîtrisé, storytelling personnel. Je montrais mon visage dès le début. J'expliquais qui j'étais, pourquoi je faisais ça. Bah, t'as une énorme innovation de marché et ça prend très fort. Et comme je t'expliquais au début du podcast, obsession. Ça fait 3 ans que je travaille minimum. Enfin, en fait, je travaille quasiment tous les jours. Je pense à ça tout le temps. Je peux pas te dire, j'allais dire 15 heures par jour. Tu travailles, t'es pas derrière ton ordi 15 heures par jour, mais en fait, comme tu penses à ça non-stop, bah, quand tu dors, ton subconscient il bosse sur tes problématiques. Quand tu te douches, tu penses à tes problématiques. Euh, et toutes les idées, avec le pouvoir de l'action rapide, tu les fais. Beaucoup d'échecs, un peu de succès, et t'évolues. Et après, tu connais tes leviers. Et après, t'appuies que sur tes leviers. Avec, bah, la crédibilité que ça t'amène, avec les gens que tu rencontres sur le chemin, avec des spécialistes de santé. On a pu retravailler encore d'autres produits. On a pu parler de nous différemment. On a pu éduquer différemment la communauté, faire des événements, des run clubs, être suivi par de plus en plus d'ambassadeurs. Et en fait, au bout d'un moment, on arrive aujourd'hui où on a une bonne position marché. En tout cas, sur notre axe, on est plutôt bien. Et on a plus de leviers. Et c'est ce qui permet derrière de réfléchir à d'autres choses, des produits encore plus complexes, des innovations qui n'ont jamais été faites dans le monde, qu'on dépose actuellement, des événements comme le festival sur lequel on travaille, de course à pied. Et en fait, tu réfléchis à qu'est-ce que ta communauté veut, parce que tu es à l'écoute d'eux pour les produits et pour tout le reste, et qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer. Et moi, je suis extrêmement comblé par l'impact qu'on a chez les gens. Je trouve ça gratifiant, incroyable. En plus de ça, c'est une communauté, c'est comme si j'avais des centaines de milliers de potes où on se partage nos conseils de course, on partage nos exploits, on partage aussi nos galères, les douleurs, des blessures, des choses comme ça, on en parle. Il y a plein de gens qui me contactent sur Instagram et on discute, tu vois, de ça. C'est, c'est hyper intéressant parce que justement, c'est une question qui m'est venue là pendant que tu parlais, mais ça me fait beaucoup penser à Baptiste Rouge que j'ai interviewé, qui lui a une marque de vêtements dans le milieu de l'escalade. Et en fait, il a créé cette marque en lien avec une communauté en ligne qu'ils avaient déjà sur YouTube qui s'appelle Côté Bloc. Et en fait, ces produits, il les construit pas, il les co-construit avec la communauté à chaque fois, où en fait c'est un peu ce que tu fais, sauf que lui, il avait déjà les numéros avant de construire le produit, donc il a appelé les gens, entre guillemets. D'accord. Mais vraiment, maintenant, à chaque fois qu'il fait un produit, avant de lancer le produit et de faire les prototypes, enfin il fait ses prototypes, mais avant de savoir les couleurs, les textiles, les formes qu'il prend, genre la première chose qu'il sait, c'est faire une story sur Insta avec un sondage, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant, et en même temps, j'ai l'impression que c'est une grosse force concurrentielle que bah, la concurrence justement ne peut pas imiter, parce que il y a quelques années, quand j'avais découvert Flytex, pour moi, dans ma tête, vous étiez plus ou moins les seuls, et je voyais, enfin, il y avait que vous, entre guillemets, sur le marché, en tout cas en France. Et là, depuis que j'ai commencé de préparer l'épisode, mais tous les jours quand j'ouvre Insta, je me mange, mais alors, et justement, c'est peut-être une question qui peut être intéressante, comment est-ce que toi tu gères cette concurrence, mais où vraiment, sur 5 pubs que je mange,
il y en a une qui est de Flytex et les 4 autres, c'est des autres genouillères qui copient ou qui imitent un peu ou qui essayent de se nicher un peu sur le même secteur, mais j'ai l'impression qu'ils sont sortis entre un mois et hier, tu vois, mais vraiment qui n'ont pas autant de retours que votre entreprise. Comment on gère la concurrence? Honnêtement, on la gère pas. Nous, on regarde que devant et on essaie d'être authentique et on sera toujours copié. D'ailleurs, c'est assez flatteur. Mais quand tu copies, en fait, moi, je les vois parfois les concurrents. Quand tu regardes dans les pubs, il y a notre communauté de clients ou de gens. Ils disent ouais, vous copiez Flytex et tout. Enfin, les mecs, je pense pas que j'en ai vu plein hein, en 3 ans. Je regarde, hein, je m'abonne à leur compte et je les surveille. Déjà, parce qu'ils nous copient souvent, ils volent nos publicités, ils volent nos images. Et quand ils font ça, bah, je leur envoie une mise en demeure, tout simplement, avec des avocats. Et ça va plus loin, on les attaque. C'est jamais arrivé parce que bah ils font n'importe quoi, donc ils ont pas le droit de faire ça. Ils savent très bien qu'ils vont perdre si on les attaque. Mais au-delà de ça, enfin, je pense qu'ils arrivent pas à être rentables. Ouais. Parce que même nous, quand on lance un produit, on perd de l'argent parfois sur des mois avant de bien comprendre comment l'expliquer, comment le vendre. Euh, et en fait, si tu es un business débutant, que tu copies une marque qui a sa maturité, enfin, entre guillemets, qui est en 3e année, tu fais les mêmes stratégies que elle, alors qu'elle est passée par tout un tas de trucs, par de l'awareness, de l'éducation. Elle a montré patte blanche, elle a montré qu'elle était capable de délivrer. Bah, bien sûr qu'à la fin, elle réussit à être rentable. Mais au début, elle l'est pas. Mais ça, tu le sais pas. Donc, si tu copies des stratégies qui sont pour une entreprise qui a N+3 et toi, tu es à N-1, tu vas te manger un mur que t'es pas prêt à prendre. Ouais. C'est. Mais, pardon, vas-y. Non, j'allais dire, c'est marrant parce que ça me fait penser. Je sais pas si t'avais vu le film Social Network avec. Enfin, sur l'histoire de Mark Zuckerberg. Je sais plus si c'est dans ce film où il dit ça, mais en fait, c'est la question qu'on pose à Mark Zuckerberg et il dit en fait, si j'avais voulu créer Facebook dès le début, je l'aurais jamais fait, quoi. Enfin, j'aurais jamais pu imaginer et être en capacité d'imaginer et de concrétiser ça. Et je pense que, ouais, en fait, tu peux pas copier ou t'inspirer des personnes qui sont plus loin que toi parce que ils sont déjà à un sommet qui est 10 fois plus haut que toi, ta première marche, quoi. Donc c'est hyper enrichissant d'entendre ça bah, de ta part. Et justement, tu m'as fait deux transitions pour la suite, vu que je voulais parler un peu de la boucle, mais avant du marathon où tu parlais d'authentisme et de se manger un mur. J'ai vu ton post LinkedIn où tu avais écrit bah, que c'était une belle revanche quand même 2025 sur 2024, où marathon de Paris que tu as fait en 2024, tout s'est bien passé jusqu'au 40e kilomètre et 40e, bah, on va dire un mur, tu t'es effondré et pour utiliser les mots que tu m'avais dit en off, t'as fini le marathon sur civière. Comment, je sais pas comment aborder ce sujet, mais pour faire une transition avec le festival La Boucle, mais comment est-ce que ce premier marathon de Paris qui a mal fini, qui est un échec, t'a permis déjà d'en refaire un en 2025 et de le finir, et en même temps d'initier ce projet La Boucle qui est, je vais pas dire un peu fou, mais qui est quand même vachement innovant dans le milieu du festival et des courses en même temps. Bah, ce premier marathon en 2024, déjà, Flytex, première année, on commence à avoir un peu de clients. On va sur le marathon avec une photographe et je vois tous ces coureurs et je me dis, putain, c'est quand même vachement stylé de courir un marathon, hein. Je sais pas comment ils font. Première année, mais ça commence ça me trotte un peu dans la tête. On fait des micro-trottoirs, on fait tester nos produits à la fin aux coureurs, etc. Et les mecs kiffent. Ils arrivent du marathon, ils sont rincés. Ils mettent nos Flytex et là, les jambes légères d'un coup, ils kiffent trop. On a plein de vidéos de l'époque où on faisait tester ça. Et moi, je me dis, ah ouais, en fait, c'est pas juste les coureurs classiques, c'est aussi les mecs qui font des longues distances. Et moi, d'ailleurs, j'ai jamais fait ça. Ça m'intéresse. Ça, c'était en 2023. 2024, je me dis, vas-y, en vrai, je vais faire un marathon. Pour le challenge sportif, pour la compréhension de la cible longue distance et les problèmes qui vont avec. Et parce que bah, quand tu te mets dans une situation, tu débloques des problématiques, des consciences aussi, des besoins. Donc en fait, en préparant ce premier marathon, j'ai eu besoin de meilleurs shorts,
J'avais des problèmes aux chevilles parfois, donc de maintien aux chevilles aussi. Euh, bon, les t-shirts, je trouvais ça stylé, donc on en a fait un aussi. Mais en gros, de gourdes, flasques. Enfin, en gros, j'ai découvert mes propres besoins parce que je me suis mis vraiment dans la peau du marathonien. Et c'est comme ça qu'on a développé le short, les maintiens de cheville, plein de choses. Des maintiens d'été plus légers. Et j'ai compris aussi comment conseiller davantage sur nos produits, sur tout le renforcement qu'implique un marathon, toute l'exigence que ça implique. Je fais ce marathon avec un objectif de 3h30. Pour un premier, c'est un peu élevé, mais quand même très sportif. Mon coach m'a dit que c'était faisable par rapport à mes stats, mais avec 3-4 mois de préparation, c'était quand même très très chaud. Mais bon, je me disais, bon, le vrai objectif c'est 4 heures, mais celui qui me fait vraiment rêver c'est 3h30. Et je rate aucun entraînement parce que justement, je sais que 3h30 ça me fait flipper de ouf. Et en fait, j'aime bien me mettre des objectifs qui sont très ambitieux parce que te fixer un objectif pour la personne que tu es aujourd'hui, c'est pas prendre en compte tout le progrès et l'effet cumulé que tu vas prendre en t'entraînant. Et c'est pareil dans le business, c'est pareil dans le sport en fait. Il vaut mieux se fixer des objectifs pour la personne que tu vas certainement devenir et te forcer à devenir cette personne parce que tu vas t'entraîner plus dur, tu vas rater moins de séances, tu vas être plus discipliné et tu vas devenir cette personne. Et en fait, t'es drivé par les solutions qui vont te permettre de faire ça. Et dans le business, c'est la même chose. Dans la vie, c'est la même chose. Donc j'y vais le tout pour le tout. Mais la chose que je prends pas en compte, c'est que Flytex, à l'époque, ça me demande énormément de travail. On n'est pas autant qu'aujourd'hui. Et je ne m'arrête pas de travailler, en fait. Enfin, je suis rincé de ma prépa. J'ai des périostites de fou. Je suis très fatigué parce que je suis nul en vrai en récupération à l'époque. Euh, je bosse beaucoup, beaucoup. J'arrive pas à contrôler mon énergie ni à m'économiser. En fait, j'arrive au marathon. Je suis explosé. Ça fait 4 jours que j'ai dormi que 3-4 heures. Je suis très stressé de la semaine parce on était sur Paris avec une équipe. On a fait des shootings, on a fait des rencontres abonnées, des trucs comme ça et tout. Et j'arrive au marathon, je suis rincé. Mais je suis déter de ouf. Dans ma tête, il y a zéro sujet. C'est 3h30 ou rien. Et je sais que je vais avoir des chemins qui vont me dire ah, je suis fatigué, j'ai mal, etc. Je savais que j'étais prêt à complètement pas les écouter. J'étais vraiment matrixé. Et j'avais un pote qui me rejoignait au 32e pour faire les 10 derniers, au 30e, pour faire les 10 derniers kilomètres avec moi. Et je lui dis à mon pote, tu me laisses pas le choix, genre, on va au bout en 3h30 ou rien. Il me dit ok, on y va. Franchement, compliqué quand même. Je me mange déjà, avant le 32e, j'ai pris 3 murs déjà. 16, 28, 30e, enfin j'arrive, je suis dans un état, et mon pote me récupère et je lui parle pas, tu vois. Et déjà ma vision, elle commence à se rétrécir, j'ai des fourmis dans les mains. C'est une déshydratation d'ailleurs, maintenant je le sais. Je suis cuit mais j'y vais. 36e passe. Et là mon état vraiment commence à switcher très fort parce que je me mange le vrai mur du marathon. Je me mange le vrai mur et en fait là, il y a un switch. Il n'y a plus personne. Enfin, genre là, le 36 au 38, je me rappelle pas de grand chose. Et mon pote, limite, il me met la main dans le dos pour me maintenir, pour pas trop que je vacille. Je commence à vaciller sur les côtés et tout. Et du 38 à 40, apparemment, j'étais complètement blackout, mais je continuais d'avancer à 12 km/h. Et quand tu regardes mon pace, j'ai pas lâché l'allure, même. Je sais même pas comment j'ai fait, mais j'étais à 12. Et en fait, au 40e, apparemment, je dis à Corentin, mon pote, je lui dis, ah, je vais m'évanouir, genre. Et, euh, et en fait, je m'évanouis une première fois, enfin, je tombe une première fois, il me rattrape. Il me met de l'eau sur le visage et tout, il me dit, ça va, machin, j'étais conscient. Je me dis, putain, on y va, enfin, on reprend, de toute façon, le chrono, il est mort, on s'en fout, on finit, quoi. Il me dit, ouais, tu te relèves et tout. Je me relève. Je me relève, je fais un pas, et là, je tombe en arrière. Il me rattrape un peu. J'aurais jamais la vraie version si j'ai tapé la tête ou pas. Mais apparemment, là, je tombe, et là, off. Mais off total pendant 20 minutes. Off. Évanoui. 40e kilomètre, 3h21.
Et là, en fait, il y avait des infirmières qui m'ont rejoint, etc. Les pompiers, ça a mis une plombe à arriver. Et en gros, j'étais en hyperthermie. Je sais plus exactement quelle température j'avais, mais les pompiers qui étaient autour ont vraiment flippé. Ils m'ont foutu dans un bain froid pendant 20 minutes. Normalement, tu restes 3 à 5 minutes. Bain froid pendant 20 minutes. Donc, ils ont fait chuter ma température. Et heureusement, parce qu'il aurait pu y avoir des dégâts sur le cerveau. Ils ont chuté la température. Maintenant, j'étais en hypothermie. Donc, j'avais trop froid. Mais au moins, j'étais stabilisé. Je vomissais et tout. C'était une galère. Et en fait, j'ai mis. Ça va, je m'en suis sorti. Et j'ai mis genre 3 mois à revenir vraiment normal parce que j'étais très, très, très fatigué. En fait, t'as puisé le maximum que ton corps pouvait donner en mode survie, en mode extrême. Les muscles, ils répondaient plus. Dès que j'essayais de courir, je prenais des crampes, des courbatures. Il n'y avait plus rien. J'étais vidé. Et c'était chaud quand même. Je me suis dit, mais plus jamais de ma vie, je cours, quoi. C'était trop. J'ai fait n'importe quoi. Franchement, c'était pas intelligent comme je l'ai joué. Enfin, mais j'ai des comportements assez extrêmes dans tout ce que je fais. Et là, c'était important pour moi d'aller le faire. Je voulais vraiment. La barrière est très fine entre le fait d'abandonner parce que t'en peux plus et finalement réussir. Et j'avais peut-être 10% de chance de le réussir et je voulais être sûr de pas rater cette chance-là. Ouais, Je je voulais vois. pouvoir me regarder parce que je savais que j'aurais envie d'abandonner ou de baisser la distance. Je le savais. Comme tout le monde dans un marathon. Mais l'expérience que j'avais pas, c'était ça. Les signaux de déshydratation, la vision, toutes ces choses-là où j'aurais dû baisser la cadence, couper la distance et changer mon objectif. Et normalement, quand tu es intelligent dans une course, c'est comme ça que tu fais. Les mecs vont pas se mettre jusqu'à ça. Mais je le savais pas. Débutant, tu vois, sur la longue Ouais. distance. On me l'avait pas dit et c'était important pour moi de donner le maximum, d'aller voir où est cette limite. Aujourd'hui, je connais ma limite, je connais toutes les sensations et c'est ce qui a fait que sous cette revanche-là, j'ai pu être meilleur pendant la préparation, m'économiser, ralentir le travail, bien mieux gérer l'alimentation, bien mieux gérer le renfort, le sommeil, les phases de training, mieux gérer ma course aussi. Garder la même allure, enfin, la même énergie dans les montées, donc ralentir l'allure. Garder la même énergie dans les descentes, donc avoir une allure plus soutenue, ce qui fait que tu as une moyenne au global qui est bonne. Euh, Beaucoup, beaucoup boire. Dès que j'ai un coup de chaud, dès que je commence à être un peu brouillé, eau sur la tête, eau sur le ventre, faire circuler le sang, manger, manger, manger. Normalement, on dit, ouais, tu prends ton gel tous les 6 kilomètres. Enfin, moi, c'était mon plan de course. Bah, dans les moments où ça allait pas, j'en prenais 2 parfois. Et ça me permettait de rester stable. Et ce marathon que j'ai pu finir en 3h28, il a été grâce à ça, grâce à une écoute extrême de tous mes signaux que je connaissais dans le dur et dans la gestion de l'effort. Et en fait, c'est la maturité, je pense, que tu prends quand tu rates. Et c'est comme ça dans le business aussi. Et c'est ce que j'ai découvert sur ce marathon. C'est trop intéressant la manière dont tu le dis parce que c'est l'exemple parfait de ce que je veux mettre en avant et ce que je partage avec Crisis, que en fait une crise, que ce soit un échec, une blessure, une maladie ou quoi, c'est simplement un feedback qui te permet de réessayer jusqu'à réussir. Mais parce que je suis persuadé qu'en fait on n'apprend pas à réussir, on apprend juste à échouer et qu'au bout d'un moment on réussit quoi. Et là, ce que tu nous racontes avec ce premier marathon et avec ce deuxième, c'est exactement ça, quoi. C'est que sur le premier, t'es vraiment allé très loin dans l'échec, limite un peu trop, mais t'as appris beaucoup. Qu'avec, en fait, ce deuxième, il est passé, je vais pas dire comme une lettre à la poste, parce qu'un marathon, c'est quand même une grosse prépa et une épreuve, rien que le jour J. Mais qu'a fait qu'en fait, t'as réussi à faire ce record et ce chrono. Et c'est très cool. Et justement, ça fait une bonne transition avec la suite où je voulais parler un peu du Book Festival avant de finir l'épisode. Comment est-ce que t'es venu l'idée du Book Festival à la suite, je pense à la suite de ces courses, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ça peut être une bonne idée Peut-être avant de préciser qu'est-ce que c'est que le Book Festival pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est un festival un peu particulier de running et du coup pour comprendre. Mais ouais. Bah, en fait, la boucle festival, c'est fait pour les coureurs expérimentés et débutants qui veulent retrouver du plaisir dans la course à pied. En gros,
ce que j'ai rencontré sur les 2 dernières années où je faisais du marathon, c'est que tu es tellement focus sur ton chrono, t'en chies à toutes les séances. Les courses, elles sont horribles. La satisfaction que t'as, elle est à la fin, bien sûr. Mais c'est pas assez pour que ça vaille le coup de faire ça tout le temps, tu vois. Et ce que j'ai oublié dans ces 2 dernières années de running intensif, c'est d'apprécier le sport. Et je trouve que le chrono, la pression des courses, la compétition, tout ce que tu as autour de ça, ça gâche un peu le présent du fait de courir. Et le format de la boucle, c'est une boucle de 2 kilomètres qui est dans un hippodrome, donc c'est une boucle naturelle. On a un espace qui est magnifique. On va courir dans une herbe fraîchement coupée, un sol bien dur. Et en fait, tu as la journée pour pas courir la distance qui te fait flipper. Moi, la distance qui me faisait flipper, c'était le marathon et plus. Aux États-Unis, j'ai fait un voyage avec ma chérie et on a pu faire une course de ce format-là. Et c'était à l'époque où j'avais pas encore fait mon dernier marathon. Et en gros, bah, j'étais là, j'avais pas préparé de marathon, j'avais pas fait de grosses prépas, etc. C'était genre 6 mois après le premier. Et je me suis dit, bah, je vais y aller en détente, à 7 km/h s'il faut. Je mettrai la journée, mais je veux voir sur la montre à la fin 42 km 195. Comme ça, je serai marathonien et j'aurai fait une première étape de cette distance et je vais voir parce que je vais kiffer. Il y a des gens, tu discutes, il y a de la musique, c'est chouette. Une course de boucle, c'est vraiment cool. Les gens souvent me disent ouais, mais j'ai peur de m'ennuyer parce que tu tournes en rond, etc. Mais en fait, c'est pas comme quand tu es au stade d'athlétisme et que tu fais tes séances tempo. Hein. Tu cours avec des gens. Toi, tu vises 50 km, mais tu vas courir avec quelqu'un qui court pour la première fois et qui vise 5 km. Et tu vas l'accompagner, il va faire ses 10. Il va se surprendre lui-même. Et en fait, vous courez à la même allure. La seule chose qui change, c'est le temps, en gros, que tu vas tenir. Et en gros, la boucle, tu choisis ta distance, 5, 10, 21, 42 ou 50 km. Et ton but, ça va être de te dépasser. D'au moins viser une distance qui te fait flipper, de doubler, d'aller sur le palier du dessus. C'est vraiment ce que j'encourage les gens à faire parce que ils vont se surprendre sur ça, qu'ils soient débutants, que ce soit leur première course ou même des ultramarathoniens. Si tu as déjà fait un marathon, bah génial, va faire un ultra, 50 km. C'est une distance encore différente, c'est d'autres sensations. Tu te découvres et puis quand tu as fait ton 50 km, tu te dis putain, j'ai explosé le marathon, j'ai fait 10 bornes de plus, quoi. T'es trop content. Si tu t'étais posé la question à la fin d'un marathon, si t'en avais encore dans les jambes, bah tu vas le découvrir. Et c'est ça qui est cool. Et en fait, ça c'est juste l'aspect course. Mais la véritable expérience de la boucle, c'est l'aspect communauté et festival qu'il y a autour et tout ce qu'on a prévu. Tu cours avec des gens, tu discutes avec eux. Tu termines, tu vas au bar, tu prends ta bière, tu vas au food truck, tu manges, je sais pas exactement quel food truck on aura, mais tu manges ton plat. T'as une main stage, t'as un DJ toute la journée, tu peux aller danser, tu peux kiffer. Tu peux aller au village des partenaires. T'as plein de stands qui vont te faire découvrir leurs marques, leurs nouveaux projets. Des jeunes marques comme des anciennes. Tu peux aller faire un atelier de yoga pour bien récupérer après ta course. Si t'as pris la formule VIP, t'auras accès à un village privé avec du sauna, des bains froids, des spécialistes de la méthode Wim Hof et de la contraste thérapie pour te guider dans ta récupération. Tu sors de ta course, t'es neuf, t'as récupéré, tu t'es fait des potes, t'as couru avec tes amis, tout le monde s'est dépassé. C'est une ambiance incroyable. Et pour l'avoir vécu aux États-Unis, on n'avait pas ça en France, de près ou de loin. Et j'avais envie, je pense que je l'ai fait un peu de manière égoïste à la base, parce que moi j'avais envie de vivre plus d'expériences comme ça que j'ai vécues. Et je trouve que ça apporte de la valeur aux gens, à la communauté de Flytex, à la communauté running en général, d'avoir accès à ce genre d'événements. Et ça va arriver beaucoup plus dans le futur. C'est un truc que je trouve hyper frais et rafraîchissant dans la communauté du running en France. Pour être honnête, c'est un truc que j'avais listé au début quand j'avais lancé le podcast où je voudrais créer un événement comme ça. Moi, ce qui m'avait beaucoup plu
comme format, c'était, tu sais, les courses Last Man Standing aux US. Genre, t'as une Ouais, boucle et toutes les demi-heures ou toutes les heures, tu pars pour faire la boucle et en fait, on finit pas tant qu'il n'y en a pas plus qu'un qui survit, c'est quoi. hardcore ça. Et c'est le genre de truc que j'aimerais bien essayer de faire plus tard si le podcast se développe, mais c'est très cool. Et pour ceux qui nous écoutent ou qui sont curieux, ou parce que je suis bien curieux d'essayer de venir avec quelques invités du podcast ou quoi, comment est-ce que ça se passe pour s'inscrire Est-ce qu'il y a une date limite Est-ce qu'on peut venir n'importe comment, entre guillemets? Je sais que c'est le 14 septembre, je crois, si je me trompe pas, 2025. Yes. Mais ouais, comment ça se passe au niveau de l'organisation pour avoir un dossard? Enfin, s'il y a des dossards, mais entre guillemets, pour s'inscrire, quoi. Ouais, en fait, c'est un festival, mais t'achètes un dossard, en gros. Ton dossard te donne accès au festival. Euh, les inscriptions vont commencer le 12 mai pour le grand public. On Ok. fait des préventes à des prix spécifiques pour les clients Flytex, en quantité limitée. Et globalement, nous, on est plafonné à 4000 places. En toute franchise, je pense que ça va se remplir. Je sais pas à quelle vitesse, mais ça peut aller très vite. Si on s'est pas trompé, ça peut aller très vite. Et on va être, comme d'habitude, euh, agressif en communication. C'est-à-dire que on fait beaucoup de contenu organique, on en parle sur nos réseaux, on va envoyer des mails à nos clients, on va le plus vite on a rempli le festival, le plus vite bah, l'argent qu'on a avancé peut revenir et on peut l'investir, on peut savoir quelle marge on a pour investir sur le festival en termes d'activité, en termes d'infrastructure, tout ça. Donc mon but, ça va être de vendre les places le plus vite possible, de le rendre complet et d'aller chercher encore plus de partenaires qu'on a déjà, d'investir sur plus d'activités pour que ce soit vraiment un event qui soit incroyable. Le but de cette première édition, c'est pas de faire de l'argent ou quoi. Déjà, mon but, c'est de pas en perdre, mais c'est surtout de faire un truc incroyable qui n'a jamais été fait pour que ça lance le mouvement et qu'on fasse des trucs encore plus gros les prochaines années. Sur peut-être 1 ou 2 jours, enfin minimum 2 jours, avec un espace camping potentiellement pour les gens qui viennent de loin. Enfin, vraiment, essayer de faire quelque chose de beaucoup plus gros. Mais déjà, on teste cet échantillon sur cette année avec ce format-là de boucle, plus village avec DJ et zone récupération et communautaire. Ok, donc pour tous ceux qui sont intéressés, pensez à regarder rapidement parce qu'à mon avis ça va vite partir. Dernière question pour finir sur ce festival, ce book festival, avant de passer sur les questions de fin de l'épisode. Est-ce que justement, enfin, t'as un côté vachement rafraîchissant et fun avec ce projet qui est trop cool parce qu'en fait ça change de ce qui existe en ce moment en France, du moins, ou en Europe avec les dossards, que ce soit du trail ou de la course, même s'ils commencent à avoir un peu plus de liberté sur certaines courses avec certains créateurs ou athlètes. Mais est-ce que justement tu penses qu'il y a un côté un peu trop strict aujourd'hui dans le sport de manière générale et que ça manque un peu, j'ai pas envie de dire de fun et de liberté, mais ouais, de moins ce côté no pain no gain, il faut à tout prix se démonter, même si le dépassement est intéressant et que c'est ce que tu mets en avant avec la boucle, mais d'avoir un côté un peu plus communautaire et ouais, je sais pas comment dire, moins strict du sport pour engager plus de monde, on va dire. Alors, non, je dirais pas qu'il faut plus. Enfin, il faut pas travestir les événements qui sont déjà actuels. Je pense que c'est une question de philosophie de ton sport. Moi, je vais adorer devoir avoir une discipline no pain no gain hardcore pour un marathon parce que je me fixe un objectif, donc je dois progresser, donc je dois être hardcore, je dois être agressif dans ma pratique. Mais il faut juste qu'il y ait plus d'events qui soient aussi fun. Et peut-être qu'avant, on n'avait que des events qui avaient un certain cadre, qui sont très bien, que les gens à l'intérieur peuvent vivre de différentes manières. Tu vis pas un marathon pour lequel tu t'es pas trop entraîné avec la même pression que pour un chrono. Donc c'est déjà deux manières de vivre une course. Tu peux courir avec des potes, tu peux courir, je sais pas, déguisé, tu peux courir en buvant une bière tous les 3 kilomètres. Il y a plein de marathons cool qui existent. Donc, je sais pas s'il manque du fun dans les événements qui sont stricts ou qui ont un format spécifique. Par contre, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait de plus en plus d'événements communautaires comme les run clubs de nourriture, les run clubs de performance, les run clubs de rencontres. Enfin, il y a plein de manières de faire des événements et c'est vraiment pour moi dans ce sens-là que le sport va et que les marques vont. Aujourd'hui, euh, une marque, c'est vraiment un écosystème vivant
qui est drivé par sa communauté. La communauté, elle est drivée par les connexions humaines. Faire des posts sur Instagram, c'est bien, mais qu'est-ce qui extrapole une connexion humaine? C'est le physique. C'est aussi faire des vidéos de ce qui s'est passé en physique. Et c'est ça qui inspire les gens. C'est ça qui fait comprendre les gens ton univers. Et donc, pour moi, Flytech, c'est ça aujourd'hui. C'est une marque, mais qui est faite pour des humains, pour une communauté. Et cette communauté, il faut la régaler, tu vois. Donc, il faut qu'on fasse des events, il faut qu'on innove, il faut qu'on fasse ce festival-là qui va devenir un rendez-vous annuel. Euh, et on aura plein d'autres idées, certainement, de défis sportifs. Peut-être que la boucle, ça deviendra une franchise, comme les Spartan Race ou quoi. Et que sur notre structure, on lancera peut-être d'autres événements. Parce que c'est trop cool. Ouais. Très bien répondu et je suis parfaitement aligné avec toi. Et ouais, dans ma question, il n'y avait pas ce fait de vouloir travestir les événements No Pain No Gain qu'il y a actuellement, mais c'était plus la manière dont tu as développé que je trouve que ça manque quand même aussi à côté d'événements plus fun ou plus libre pour ceux qui ont une pratique différente, même si, comme tu le disais, pour avoir fait des marathons aussi, il y a toujours des mecs qui viennent déguisés en bouteille de vin ou en Pikachu pour faire le marathon, donc c'est trop cool. Avant de passer sur les questions de fin, une question qui était pas très prévue dans ma fiche épisode, mais vu que tu parlais de régaler les membres de Flytex et de ceux qui viennent de la boucle, est-ce que c'est possible pour ceux qui nous écoutent ou qui sont encore jusque-là de faire un geste, un truc pour leur offrir des genouillères ou avoir un code promo sur le site avec Crisis ou faire quelque chose histoire de régaler quelques personnes fidèles à Flytex et à Crisis? Bah ouais, franchement, là, ce qu'on peut faire, c'est... je sais pas exactement quand sort ton podcast, mais on peut mettre un code de moins 20%, par exemple, pour Crisis, pour ta communauté spécifiquement, ce qui est plus que ce qu'on propose d'habitude pour les codes promo. Mais par contre, ce sera, je pense, il y en aura que 100, il y aura que 100 codes utilisables, parce que sinon c'est injuste pour les autres. Pas de souci. Et ben merci beaucoup. Ouais. Crisis 20. Comme ça, c'est Ok. Je le réécrirai dans la description de toute façon pour ceux qui nous écoutent et soyez les premiers, on va dire, pour pouvoir en profiter. Crisis 20, il sera écrit dans la description, mais merci beaucoup pour le geste et c'est toujours cool de pouvoir, justement, comme tu disais, régaler ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent. Donc ça permettra de mixer un peu les communautés et d'engager un peu plus ceux de Flytex et ceux de Crisis. Merci beaucoup. Pour passer sur les questions de fin, du coup, la première, c'est toujours l'invité précédent qui l'a écrit. Alors là, c'était une athlète justement de demi-fond, Clarisse Picard. Je prends juste mes fiches pour pas me tromper dans la question qu'elle t'a posée. Et elle t'a écrit « Quel conseil donnerais-tu au toi d'il y a 10 ans ?» Quel conseil je donnerais au moi d'il y a 10 ans? Bah, clairement, c'est ta différence qui fait ton authenticité. Et si tu cherches constamment à rentrer dans un moule, tu vas rien faire de singulier, tu vois. Et je trouve aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. Enfin, chez Flytex, c'est d'innover. Moi, de mon côté, sur mon parcours un peu des réseaux sociaux, j'essaye de faire tout ce qui me passe par la tête. Et parfois, en fait, au début, t'es gêné parce que, en fait, t'as peur de montrer la personne que t'es réellement ou quoi. Et au final, il faut le faire de plus en plus. Après, t'es plus gêné, t'es moins gênant. Il y a moyen que je sois encore gênant quelques fois, mais en tout cas, tu montres vraiment qui t'es. Et c'est ça qui donne des vraies idées qui sont assez uniques. Et c'est comme un muscle. Plus tu le fais, je pense, plus tu apprends à être toi, plus tu apprends à être singulier. Donc je dirais à mon moi d'il y a 10 ans de plus faire attention à justement ce qui te différencie des autres plutôt que d'essayer de ressembler aux autres. Très, très bon conseil. Ça fait écho avec Nico Sefarat. Je sais pas si ça te parle. C'est un créateur de contenu
qui est sur YouTube et qui est passé derrière le micro aussi. Et en fait, c'est un ancien ingénieur et il se retrouvait pas dans cette vie parce que c'est le mec qui pleurait en réunion parce qu'il était hypersensible et tout. Et dans son métier, on lui faisait comprendre que c'était pas bon. Et maintenant qu'il a quitté le monde du salariat, qu'il est à son compte, qu'il est vidéaste et créateur, en fait, c'est devenu sa plus grande force. Et le fait d'être émouvant et de savoir émouvoir les gens avec cette sensibilité, il en joue et il est en mode, mais en fait, maintenant, c'est ma plus grande force, quoi. Et je pense que c'est important de le rappeler parfois pour ceux qui nous écoutent. Des fois, il vaut mieux travailler ses forces, ces points différenciants que de vouloir rentrer dans les cases ou être bon partout, quoi. 100%. Pour baser sur les questions de fin de Crisis autres que celles de l'invité, la première que je voulais te poser, je l'ai un peu changée, mais c'est vu que tu es dans l'entrepreneuriat et en même temps dans le sport, imagine que tu puisses faire un resto avec 3 personnes, n'importe qui, il n'y a pas de contraintes temporelles ou de budget ou quoi. Que ce soit des entrepreneurs, des sportifs, des célébrités mortes ou vivantes. Qui est-ce que tu choisirais et pourquoi ? Très intéressante comme question. Ouais. Je pense pas que j'essaierai de mettre autour de la table des gens qui sont à 100 000 années-lumière de moi, même si j'aimerais bien discuter avec Jeff Bezos ou quoi. J'essaierai plutôt de regrouper des gens euh, qui ont fait ce que je veux faire. Je mettrai le CEO de Gymshark autour de la table Ok. et certainement... Combien de personnes tu m'as dit? 3 en plus? 3. Je mettrai CEO de Gymshark, CEO de Alphalet, Christian Guzman, et CEO de Represent 247, George Eaton. Et je leur dirai, bon les gars, je leur expliquerai, déjà j'essaierai d'en apprendre plus sur eux. Si j'en viens à leur parler de Flytex, je leur demanderai selon eux, chacun leur tour entre guillemets, quel serait le meilleur chemin pour mettre Flytex sous stéroïdes et arriver à des niveaux comme ça de marque, même si eux, ils sont à leur année plus 10, nous on est à année plus 3. Il en reste 7, et en 7 ans, avec l'effet cumulé, forcément, il se passe des trucs de fou. Mais ouais, je prendrai ces 3 gars-là que je regarde tous les jours et que j'essaie de comprendre dans les choix, dans leur écosystème. Et on retrouve, quand on regarde un peu cet alignement des projets, un premier projet qui va finir par nourrir d'autres idées par rapport aux problématiques qu'on rencontre, aux besoins de la communauté. Et souvent, ils ont eux aussi créé des écosystèmes très très singuliers parce que ça part de leur personne et c'est aussi, ça répond aux besoins de leur communauté. Et c'est vraiment mon focus aujourd'hui, c'est l'écosystème. Quel écosystème je peux créer autour de Flytex, de mes passions, de mes problématiques aussi, de mes envies, pour fédérer une communauté et que tout le monde puisse en profiter. Très, très intéressant. J'ai vraiment renseigné un peu. Je connaissais Représente, du coup, mais je connaissais pas le nom de la personne derrière, mais j'ai vraiment renseigné sur ces 2 personnes, parce que Gymshark, du coup, forcément, on connaît, et je pense que c'est un exemple entrepreneurial avec les décisions qu'il a prises sur ces dernières années, tout ça, d'un point de vue personnel plus que business. Pour enchaîner, est-ce qu'il y a une citation ou une phrase qui t'inspire ou qui te motive pour continuer, ou même quand c'est dur, typiquement à réussir à continuer à courir au marathon même quand on n'est plus là? Franchement, non, j'ai pas de citation en tête. C'est plus une ligne de mindset que j'ai comprise aujourd'hui. C'est en fait, laisse-toi respirer quand on a besoin, appuie quand tu peux. Globalement, c'est un peu ce que je comprends aujourd'hui. Euh, il faut arriver à gérer l'accélérateur, gérer son énergie. Il faut arriver à récupérer. Il faut prendre du temps pour soi, pour se redonner de l'énergie, pour en redonner aux autres dans ses projets. Et c'est pareil pour une course, c'est pareil pour une année d'entrepreneuriat, c'est pareil pour les relations sociales. Il faut se donner, il faut s'écouter et il faut essayer de surfer la vague correctement, quoi, sans tout le temps essayer d'aller tout droit et au même rythme.
c'est pas la bonne manière de faire. Ok. Au final, ça fait une citation, Ouais. mais merci beaucoup. Et dernière question sur cette partie, justement, un peu reco pour ceux qui nous écoutent. Bon, on en a partagé quelques-uns pendant l'épisode, mais est-ce que tu as un livre à nous recommander ou quel est le livre que tu as le plus offert aux gens pour t'aider un peu? C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas offert de livre à des gens. Il y en a un que j'offrais souvent, mais je vais pas parler de celui-là. Le livre qui m'aide aujourd'hui et qui me permet de créer le festival, c'est le livre Who, Not How. En gros, il t'explique comment tu peux enlever tes barrières mentales de structure organisationnelle avec ton entreprise, de projet, etc., en trouvant qui est la bonne personne pour gérer ça. Et en gros, exemple avec le festival, je sais organiser des events, j'aurais certainement pu me débrouiller pour organiser le festival, mais ça m'aurait pris 100% de mon temps. Alors que là, j'ai décidé de faire appel à 2 agences. Une agence qui organise des courses, qui les chronomètre, etc., et une agence qui organise des événements sportifs, genre les fan zones des JO, des marathons, des trails. Et en fait, à eux, je leur ai confié l'organisation logistique du festival. Moi, j'apporte la vision que j'ai déjà avec moi, mes standards, et ensuite mon expertise en termes de création de marque et de visibilité marketing. Moi, je reste dans ma zone d'expertise, entre guillemets, et eux, ils gèrent tout le reste qui pourrait m'apporter des problèmes que je ne sais, que je gère moins et qui me prendrait beaucoup de temps et d'énergie. Donc, grâce à ce livre, je me suis dit, mais en fait, ce festival que j'ai envie de faire, je peux le faire. Mais c'est juste pas à moi de tout gérer. Il faut que je prenne des mecs meilleurs que moi. C'est pareil là-dessus. C'est pareil sur plein de sujets dans le business où, petit à petit, j'ai appris à laisser la main. Et quand j'ai un gros projet, je réfléchis plutôt qui est la bonne personne pour gérer ça. Et moi, je vais donner l'objectif. Voici ton objectif. Tu te débrouilles pour comment y arriver. Mais par contre, je te mettrai Enfin, je te dirai là où moi, je suis OK et pas OK. Mais euh, disons que l'objectif reste le même. Et je pense que plus ça va aller, plus il va falloir que j'apprenne à avoir ce style de management sur objectif et à laisser les gens experts faire. S'il faut qu'ils recrutent, ils recrutent. Enfin voilà, c'est encore un autre niveau d'entrepreneuriat euh, que je commence à explorer, mais grâce à ce livre, j'ai pu faire ce festival, cette idée du festival, et commencer à le mettre en place sur d'autres petites choses. Ça me fait penser à je sais plus si c'est Steve Jobs ou Bill Gates qui disait ça, mais il y en a un des deux qui disait dites pas aux gens comment faire, mais donnez juste leur l'objectif et vous serez surpris du résultat, enfin de leur manière d'atteindre le résultat. Mmh. Et en même temps, j'aime beaucoup ta définition et ton explication parce que c'est un concept que j'ai entendu quelques fois, notamment avec le podcast de Steven Bartlett. Euh, mais j'arrivais pas à vraiment le comprendre et l'utiliser dans le sens où j'étais encore trop dans le poser des questions, connaître qui va pouvoir m'apporter la solution pour savoir comment, tu vois. Et Ok. puis être dans le qui, mais qui va faire à ma place. Et en fait, je me rends compte que c'est ce que j'ai fait un peu inconsciemment parce que je suis en train de travailler sur la réalisation du studio pour avoir un studio physique pour le podcast. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé où j'ai contacté une architecte et en fait, elle fait gestion de projet sur le studio. Et moi, j'apporte les idées, je donne les objectifs et en fait, moi, je suis juste là pour les rendez-vous et limite, c'est du popcorn, quoi. Genre, regarde ce qui est fait, je dis j'aime bien, j'aime pas et on avance, quoi. Donc, c'est hyper intéressant de voir ça comme ça. Pour, finir, c'est pas vraiment une question, c'est plus un passage de micro. Est-ce que tu aurais une ou deux personnes que tu me recommandes d'aller interviewer, que tu penses pourraient fit avec l'ADN et la vision de Crisis ou que tu aimerais voir passer derrière le micro pour voir comment ils répondraient aux questions? Ouais, clairement, j'ai un bon pote à moi qui s'appelle Enzo Honoré. Ok. Et lui, il est en plein réalignement business. Il a construit un gros parc de sites e-commerce qui fonctionne très bien. Et il a eu son deuxième enfant, il y a eu plein de choses qui sont passées dans sa vie. Et là, il est vraiment sur un chemin où il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour plus m'aligner dans mon business, pour prendre soin de ma santé, etc. Et en fait, il est en train de faire ça. Il a mis en place plein de routines, il en parle beaucoup à sa communauté. Et là, il est complètement en train de partir sur des marques ou sur des projets qui sont dans ce qu'il touche, la santé, la longévité.
Et je trouve ça incroyable et je pense qu'il a beaucoup, beaucoup de valeur à apporter parce que ça fait très longtemps qu'il fait de l'entrepreneuriat, ça fait peut-être 10 ou 15 ans. Il a passé plein d'étapes, nomade digital, grosse structure, petite structure. En plus, il a une vie de famille maintenant, il a un peu plus de 30 ans. Et c'est un entrepreneur accompli qui est en train de se renouveler et qui va forcément faire quelque chose d'incroyable par la suite. Et je pense que le cheminement qu'il est en train de vivre, moi, il me l'a expliqué, mais je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans ça pour ta communauté, pour les entrepreneurs, pour qu'ils comprennent un peu les étapes de vie d'un entrepreneur à succès et l'importance de l'alignement aussi, mais que tu vas trouver sur ton chemin finalement. Ok, bah, merci beaucoup pour la recommandation. Pour finir, est-ce que c'est un épisode réussi? Pour toi en tout cas. Ben, j'ai passé un bon moment. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais, j'ai trouvé que tes questions étaient bien, bien préparées. On a vu un peu tous les sujets qui sont importants pour moi. Euh, c'est pour ça que j'ai bien aimé en parler et aborder ces sujets-là. C'est pas forcément des choses où je vais souvent ou que je formule comme ça. Donc c'était chouette. Je te remercie pour l'opportunité et pour ce format-là et ton professionnalisme. Et bah, merci beaucoup à toi d'être passé, d'être livré de cette façon sur tous les projets, sur ton parcours. C'était très cool. Et j'en profite aussi du coup vu qu'on touche à la fin de l'épisode, pour remercier tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. N'oubliez pas, dans la description, il y aura comme à chaque fois tous les liens de Hugo pour le retrouver, de Flytex, le code de réduction pour ceux qui veulent aller faire un tour sur la boutique. Et en même temps, je profite pour vous dire que le podcast, il a beaucoup besoin de vous aujourd'hui parce que c'est grâce à vous qu'on peut produire les épisodes. Et comme toute création de contenu, c'est grâce à vous aussi qu'on peut avoir des invités de qualité comme Hugo aujourd'hui. Donc si vous pouvez ou que vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute. Merci à tous. Dernière question pour vraiment clôturer l'épisode. En général, je laisse le mot de la fin, mais aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu. Tu as 60 secondes pour résumer ce qui, pour toi, est le plus important que les personnes doivent retenir de cet épisode, ou un message que tu veux faire passer. Pour finir. C'est pas important de dès le début avoir la vérité sur ce que tu vas faire comme projet. Le but c'est d'essayer, de se planter et sur le chemin, tu vas trouver ton alignement, tu vas trouver ce qui te fait envie, tu vas trouver là où tu es bon et c'est vraiment ces erreurs, ces essais qui vont faire que tu vas pouvoir construire quelque chose qui est fait pour toi. Mais ça n'arrivera jamais si tu fais pas le travail d'aller sur la première marche que tu vois aujourd'hui, quoi. Donc ouais, fonce, te pose pas trop de questions et essaye de t'écouter, d'être toi-même et de faire avec les zones de génie que tu maîtrises déjà. C'est tes avantages concurrentiels qui sont en bios. Merci beaucoup. Parfait mot de la fin. Merci Clément. Code Crisis 20 pour 20% de réduction sur Flytex pour toute ta communauté. Merci pour le rappel.